Une femme a disparu en plein jour, sans laisser de traces ni de témoins. Bienvenue à Vérités Obscures. Je suis votre hôte, Léon. Dites-moi, d'où venez-vous rejoindre cette enquête? Vos connaissances et votre présence enrichissent toujours ce mystère. Maintenant, laissez l'affaire se dévoiler. C'est par une soirée exceptionnellement douce, du début novembre 1891, que le mystère s'est manifesté pour la première fois dans notre paisible logement de Baker Street. Les réverbères de Hanover Square venaient à peine de s'allumer, projetant des halos dorés sur les rues pavées, lorsqu'un événement si étrange et si inédit se produisit qu'il allait en moins de 48 heures troubler même les hommes les plus expérimentés de Scotland Yard. Ce soir-là, Holmes et moi revenions d'une promenade revigorante dans les jardins de Kensington. Holmes, inhabituellement agité ces derniers temps, s'était laissé aller à une rare réflexion philosophique sur les habitudes migratoires des étourneaux et leur apparente préférence pour les cheminées plutôt que pour la cime des arbres. J'étais en train d'allumer un feu lorsque Madame Hudson entra avec un télégramme sur un plateau d'argent. Holmes le prit d'un mouvement de ses longs doigts pâles et l'ouvrit sans un mot. Tandis qu'il lisait, la lumière du feu capta l'éclat de ses yeux, l'étincelle d'intérêt indéniable que seul un problème singulier pouvait susciter. « Eh bien, Watson, » dit-il en me lançant le télégramme, « il semble que le jeu soit de nouveau en marche. Et celui-ci, j'ose le dire, promet une certaine finesse de raisonnement. Je lis à haute voix, problème urgent nécessitant votre attention. Disparition. Inexplicable. La victime a été vue pour la dernière fois hier à 17h45, montant dans sa voiture à Hanover Square. Aucune trace depuis. La police est perplexe. Veuillez vous présenter immédiatement. Sir Horace Pennington, 3e baronnet. De Wilcombe. Sir Horace Pennington, répétai-je. Ce nom me dit quelque chose. L'industriel renommé. Il a été anobli pour son travail sur l'expansion ferroviaire dans le Nord, je crois. Holmes hocha la tête. Un homme influent et, plus intéressant encore, aux nombreux ennemis. Le domaine familial a été à l'origine de plusieurs petits scandales ces 10 dernières années, mais aucun n'était suffisamment grave pour justifier notre intervention, jusqu'à présent. Il se dirigea vers la fenêtre et tira le rideau, jetant un coup d'œil vers l'horizon qui s'assombrissait. Un homme disparaît dans sa voiture à Hanover Square en plein jour, sans aucun témoin. Intriguant. On y va, Watson, toujours à 7h30. Nous nous retrouvions dans un beau landau sillonnant les rues de Mayfair. Un brouillard descendant de la Tamise s'abattait, rendant même les réverbères sombres et indistincts. Le chauffeur tourna vers Hanover Square, où un agent de police se tenait à côté d'un coupé noir bien entretenu, une élégante voiture privée, quoique banale, marquée aux armoiries de la famille Pennington. Sir Horace, en personne, nous, attendait au bord du trottoir. C'était un homme grand au visage de faucon d'une 50aine d'années, impeccablement vêtu, mais montrant des signes de fatigue. Sa canne à bout d'argent tremblait légèrement sous sa main. « Monsieur Holmes », dit-il avec l'urgence imperceptible d'un homme peu habitué à demander de l'aide. « Docteur Watson, merci à vous deux d'être venus si vite. Je suis désemparé. » Holmes tendit la main mais ne dit rien. Il se contenta d'étudier le visage de Sir Horace de son regard pénétrant, comme s'il en dépouillait des couches invisibles pour nous tous. « S'il vous plaît, » dit Sir Horace en nous indiquant la voiture. « C'était ma fille, Éléonore. On l'a vue pour la dernière fois hier soir montant dans ce coupé. Elle devait faire le court trajet jusqu'à chez elle, à quelques rues de là. Mais la voiture n'est jamais arrivée. Mon cocher, Phelps, dit qu'elle est entrée seule, a fermé la porte derrière elle et a donné les instructions elle-même. Mais lorsque la voiture est arrivée à la maison, elle avait disparu. » Holmes haussa un sourcil. « Partie, disparu. La voiture ne s'est jamais arrêtée en route, selon Phelps. Personne n'a ouvert les portes de l'extérieur. Et pourtant, à son arrivée, Éléonore n'était pas à l'intérieur. Les portes étaient verrouillées. Le cocher jure n'avoir rien entendu, rien vu. »
Holmes se tourna vers la voiture. « Puis-je » ? Bien sûr. Avec la prudence d'un chirurgien, Holmes commença son inspection. Il passa une main gantée sur le chambranle, examina le marchepied et ouvrit la porte d'un geste brusque. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur, s'accroupit légèrement et récupéra une petite épingle en laiton sur le plancher du compartiment. « Une épingle à cheveux de dame », murmura-t-il en la tenant à la lumière. « Récemment tombée. Et l'intérieur ?»« Inchangé, » dit Sir Horace. « Nous n'avons rien touché depuis hier soir. » Holmes se pencha de nouveau. « Watson, votre œil, s'il vous plaît. » Je m'approchai et jetai un coup d'œil à l'intérieur. L'habitacle était tout à fait standard. Boiserie polie, siège, en cuir et une légère odeur de lavande. Un journal plié, daté du jour, reposait sur le coussin. Il n'y avait aucune trace de lutte, ni aucune indication de sortie par les portes ou les fenêtres. Holmes était déjà dehors, faisant le tour de la voiture. Il inspecta le train d'atterrissage avec un vif intérêt, puis se leva et leva les yeux vers le brouillard tourbillonnant. « Curieux, » dit-il enfin. « Très curieux. » Sir Horace s'agita mal à l'aise. « Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que la police était déconcertée. Qu'en est-il de la situation personnelle de mademoiselle Pennington ?» demanda Holmes. « A-t-elle eu des démêlés, des disputes, des secrets ?» Sir Horace fronça les sourcils. « C'est une jeune femme pragmatique et intelligente, indépendante d'esprit mais discrète. Pas de scandale. Ses fiançailles étaient prévues prochainement, mais sans annonce publique. À qui? Un certain monsieur Julian Corbett. Jeune, avocat, issu d'une famille de juristes respectés de Bloomsbury. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence caritative sur les droits des indigents, entre autres. L'intérêt de Holmes s'accrut visiblement. Avez-vous des raisons de croire qu'elle aurait voulu disparaître de son plein gré? Absolument rien. Eleanor aimait ses routines. Son absence est tout à fait inhabituelle. Holmes hocha lentement la tête. Vous dites que le cocher n'a rien signalé d'anormal? Phelps est un homme intègre, a déclaré Sir Horace. Il a suivi le trajet sans dévier, comme il l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Lorsqu'il est arrivé chez nous, rue Upperbrook, et qu'il a ouvert la porte pour aider Eleanor, elle n'était pas là. Il a failli s'évanouir sur place. Holmes se tourna et s'adressa au policier qui se trouvait à proximité. A-t-on interrogé d'autres témoins? Quelqu'un était-il présent sur la place à ce moment-là? Non, monsieur, répondit le gendarme. Personne ne s'est manifesté. Holmes se tourna vers Sir Horace. J'aurais besoin d'accéder à la résidence familiale, à l'uniforme du cocher et à la liste complète des connaissances de mademoiselle Pennington, y compris les domestiques et le personnel. Veuillez également prévenir Julian Corbett. J'aimerais lui parler ce soir. Sir Horace s'inclina avec raideur. Vous aurez tout ce que vous désirez. Le regard de Holmes s'attarda une fois de plus sur la voiture. Watson, dit-il tandis que nous suivions Sir Horace, une place verrouillée, une femme disparue, et aucune trace sur la route. Soit nous sommes en présence d'un phénomène naturel rare, soit quelqu'un a conçu l'illusion la plus délibérée depuis l'époque de Mesmer. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil au coupé, assis, sombre et silencieux, dans le brouillard tourbillonnant. Quoi qu'il se soit, passé à l'intérieur, une chose était sûre, Eleanor Pennington était montée dans cette voiture, mais elle n'était jamais sortie. C'était une particularité de Sherlock Holmes, souvent remarquée par ceux qui étaient assez proches pour étudier ses habitudes, que, dans les moments d'excitation sincère, il devenait paradoxalement silencieux. Tandis que nous roulions avec Sir Horace Pennington dans la voiture privée du baronnet, en direction de la résidence familiale d'Upperbrook Street, Holmes ne dit mot. Les doigts croisés sous le menton et les yeux mi-clos, il sombra dans une stupeur contemplative que je savais qu'il valait mieux ne pas interrompre. Une seule fois, il se réveilla pour frapper légèrement à la vitre et demander au cocher de ralentir afin de pouvoir observer les bâtiments et les ombres que nous croisions.
Sir Horace, quant à lui, était assis en face de nous, dans un état d'anxiété à peine voilé. Bien qu'il ait tenté d'échanger quelques banalités, la plupart du temps à mon intention, il était clair que son esprit restait fixé sur le mystère de la disparition de sa fille. Une étrange aura planait sur lui, non seulement celle d'un père inquiet, mais aussi celle d'un homme aux prises avec une situation qu'il n'avait pas encore osé exprimer. Alors que nous approchions de la résidence Pennington, Holmes se redressa et se pencha en avant. « Sir Horace, vous avez dit que le cocher Phelps était à votre service depuis combien de temps ?»« 8 ans, répondit Sir Horace. « Auparavant, aux écuries de Lord Remington avant que je ne l'acquière. Loyal, fiable. Songea Holmes. La loyauté, comme toutes les vertus, est mise à l'épreuve sous la pression. Je réserve mon jugement. À notre arrivée, je voudrais réunir Phelps, votre majordome, le personnel de maison qui a soigné mademoiselle Pennington hier, et s'il est arrivé, monsieur Julian Corbett. Je m'en occupe, dit sèchement Sir Horace en tapotant le toit de la voiture avec la tête de sa canne. À notre arrivée, la résidence Pennington se dressait telle une sentinelle d'une ancienne richesse, sa façade de grès rendue fantomatique par la lumière des lampes et le brouillard. Une femme de chambre en uniforme impeccable ouvrit la porte avant même que le pied de Sir Horace n'ait touché la marche, et nous fûmes introduits dans un salon d'une élégante austérité. Panneaux d'acajou, grande cheminée en marbre et portraits à l'huile dont les regards suivaient nos mouvements avec une fidélité déconcertante. Holmes ne fit aucun commentaire sur la décoration. Il se dirigea plutôt vers les fenêtres et examina les loquets, les appuis et les légères traces laissées par les rideaux. Il demanda une petite dose de craie en poudre et, à ma grande surprise, s'en servit pour épousseter légèrement le rebord de la fenêtre. « Pardonnez-moi, Sir Horace, dit-il en travaillant, mais je dois éliminer l'absurde avant de pouvoir aborder le rationnel. » Lorsque la craie ne révéla aucune trace d'effraction ou d'effraction, Holmes se leva et porta son attention sur le sol. La moquette sous les fenêtres présentait une légère dépression. Il s'agenouilla et l'examina attentivement. « Watson, votre canif, s'il vous plaît. » Je le lui tendis, et Holmes gratta doucement le creux, révélant un léger résidu croûteux. Il le renifla légèrement. « De la poussière de charbon légèrement mêlée d'huile de machine, dit-il. Ce n'est pas inhabituel à mes fers, bien sûr, mais ce n'est pas conforme aux habitudes de passage dans un salon. » Sir Horace parut perplexe. « Croyez-vous que quelqu'un soit entré par la fenêtre ?»« Non, répondit Holmes d'une voix douce. Le rebord est impeccable. Mais quelqu'un s'est tenu ici récemment. Quelqu'un dont le métier l'amène à être en contact avec des résidus industriels. » À ce moment-là, le majordome entra. Un homme voûté, nommé Greeley, qui semblait tout droit sorti d'un roman de Dickens. Derrière lui venait le cocher, Phelps, un homme robuste aux yeux cernés et à l'air nerveux. Le ton de Holmes s'aiguisa. « Monsieur Phelps, décrivez-nous l'itinéraire que vous avez emprunté hier soir avec mademoiselle Pennington. » Le cocher se tenait raide. « Nous avons quitté Hanover Square à 6h moins le quart, monsieur. Elle était seule. Elle m'a donné les instructions habituelles. À la maison, s'il vous plaît, Phelps, comme toujours. Je ne me suis pas arrêté une seule fois, même pas à cause de la circulation. J'ai continué tout droit sur Brook Street, tourné à gauche sur North Codley, puis traversé South Street pour arriver ici. Pas de détour. Et vous n'avez rien entendu de l'intérieur de la voiture? Non, monsieur. Aucun mouvement, aucun bruit, pas un murmure. Le regard de Holmes s'attarda sur l'homme. Avez-vous vérifié la serrure avant de prendre la route? Oui, monsieur. Elle l'a verrouillée elle-même de l'intérieur, comme toujours. Holmes jeta un coup d'œil à Sir Horace. Et la clé? Nous en avons un double à l'intérieur, dit le baronnet. Mais Éléonore utilisait toujours le sien. Nous n'avions jamais eu besoin d'une autre, jusqu'à hier. Holmes se tourna, de nouveau vers Phelps. « Puis-je examiner vos gants ?» Le cocher hésita, puis les sortit de sa poche. Holmes les prit et examina le bout des doigts. Il y avait de légères traces noires, compatibles avec des rennes, mais aussi une trace rouge-rouille près du poignet. « Ceci, » dit Holmes, « n'est pas en cuir. » Le visage de Phelps pâlit. «
Monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Sans aucun doute, dit Holmes en rendant les gants sans accusation. Vous pouvez partir. Le cocher partit en s'inclinant. Les yeux de Holmes restèrent fixés sur la porte, même après sa fermeture. Je ne suis pas convaincu, murmura-t-il, mais je ne suis pas non plus prêt à agir. On nous informa alors de l'arrivée de M. Julian Corbett. Il fut introduit dans la pièce, un homme d'une trentaine d'années, bien fait et vêtu avec une élégance discrète. Son visage exprimait une intelligence tranquille, et ses yeux sombres trahissaient une inquiétude évidente. « Monsieur Holmes, dit-il aussitôt, je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. Eleanor, mademoiselle Pennington, est... eh bien, elle est tout pour moi. » Holmes inclina la tête. « Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? »« Il y a 2 jours. Nous avons dîné au Green Dovecote, rue Ebury. Elle semblait de bonne humeur. Y avait-il quelque chose dans son comportement qui suggérait de l'anxiété? Du secret? »« Non, » répondit rapidement Corbett, « même si elle a mentionné avoir été suivie une fois. » Holmes haussa les sourcils. « Vraiment? Expliquez. » Elle crut apercevoir un homme l'observer alors qu'elle sortait d'une librairie à Covent Garden. Il était grand et boitait. Elle dit l'avoir perdu dans la foule, mais elle semblait bouleversée. Est-ce qu'elle a reconnu l'homme? Non. Elle a rejeté cela comme une coïncidence. Holmes se tapota les lèvres du doigt. Curieux. Et vous, avez-vous des rivaux? Quelqu'un qui pourrait vouloir empêcher vos fiançailles? Corbett rougit. Aucun, à ma connaissance. Au début, le père d'Eleanor ne m'appréciait pas, mais nous avons développé un respect mutuel. Sir Horace, qui écoutait en silence, grogna son accord. Holmes se leva. « Merci, monsieur Corbett. Une dernière question. Avez-vous déjà vu ça ?» De sa poche, Holmes sortit l'épingle à cheveux en laiton récupérée dans la voiture. Corbett l'examina. « Oui, c'est celui d'Eleanor. Elle en porte 3 en forme de feuilles de laurier. Elle les utilise souvent pour attacher son chapeau. » Holmes hocha la tête. « Alors je peux emprunter ça ?»« Bien sûr. » Alors que Corbett s'éloignait, Holmes se tourna vers moi. « Nous sommes, mon cher Watson, en présence d'une femme disparue, d'un cocher inconséquent et maintenant peut-être d'un poursuivant fuyant. Pourtant, je crains qu'aucun de ses fils ne nous mène à lui seul à la vérité. » Je ne dis rien, sentant la pression monter derrière la façade impassible de Holmes. Il se leva brusquement. « Aux écuries, Watson. Le coupé doit être examiné plus minutieusement qu'avant. Je n'ai pas voulu le faire devant les agents. Nous avons suivi le valet de pied de Sir Horace à travers le couloir arrière et jusqu'aux écuries derrière la maison. Là, sous le bec de gaz, se tenait la désormais célèbre voiture noire, dont les surfaces brillaient encore malgré l'humidité ambiante. Holmes s'avança, ouvrit à nouveau la porte et s'agenouilla à l'intérieur. « Là !» murmura-t-il. « Regarde, Watson. » Je m'accroupis à côté de lui. Sous la banquette avant, coincée si fort qu'elle était presque passée inaperçue, se trouvait un petit morceau de soie verte, déchiré, froissé et taché à un coin. Holmes l'a récupéré avec des pincettes. « Elle portait du vert ce jour-là, ai-je dit. Tu as vu le portrait ?»« En effet, » dit Holmes doucement, « mais remarquez la brûlure au bord du tissu. »« Une brûlure ?» ?»« Oui, Watson. Un bord propre et brûlé comme celui d'une bougie ou peut-être d'un produit chimique. » Je le fixai du regard. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Holmes se leva lentement. « Cela signifie, Watson, qu'elle n'a pas simplement disparu. Quelqu'un a voulu nous faire croire qu'elle l'avait fait. Et si je ne me trompe pas, ce n'est pas une simple disparition, c'est une mise en scène. » Le lendemain matin, Baker Street était enveloppé d'un brouillard épais comme de la crème caillée, de celui qui semble étouffer le souffle de la ville. Un léger frisson s'insinua à travers les vitres lorsque j'entrai dans notre salon, fraîchement rasé et encore engourdi par une nuit de sommeil inconfortable. Holmes était déjà à son bureau, sa longue silhouette drapée comme une marionnette privée de ses fils, mais son esprit, je le sentais, était en proie à une activité silencieuse. Les preuves récupérées la veille au soir,
Le fragment de soie brûlée d'Eleanor Pennington et son épingle à cheveux en forme de laurier reposaient désormais sous la loupe de Holmes, flanqués de plusieurs volumes de référence, empilés sur 2 niveaux. Non loin de là, une assiette de pain grillé intacte se figeait dans l'air matinal. « Tu n'as pas dormi », observai-je en m'installant dans mon fauteuil. « Le sommeil est un luxe que je réserve aux profanes », murmura Holmes sans lever les yeux. « Pour l'instant, les brûlures étranges sur cette soie sont plus urgentes que mon repos. Remarquez les bords, Watson, non seulement roussis, mais soudés par endroits. Cela suggère une source de chaleur, d'origine inhabituelle. Un composé chimique, ai-je osé dire. Exactement. Le motif de brûlure suggère un contact avec des vapeurs d'acide sulfurique ou du phosphore. Ni l'un ni l'autre ne sont courants dans les voitures de dames, à moins, bien sûr, qu'on transporte du matériel alchimique, ce qui, je le doute fort, était le cas de mademoiselle Pennington. Il se retourna brusquement et commença à faire les 100 pas. « Et le cocher ?» demandai-je. « Les gants de Phelps ? La marque rouille aurait-elle pu provenir de la même substance ? Peu probable, dit Holmes, mais pas impossible. Son histoire ne me convainc toujours pas, mais je ne crois pas encore qu'il soit notre méchant. Il est maladroit, certes, mais pas fourbe. Il cache quelque chose, même si je soupçonne qu'il s'agit d'incompétence plutôt que de crime. » Un coup sec à la porte interrompit notre conversation, et Madame Hudson fit entrer l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Il entra avec ce mélange particulier d'empressement et de fierté blessée qui accompagnait souvent ses visites. « Bonjour. Holmes, docteur Watson, » dit-il en ôtant ses gants. « J'ai pensé vous devancer sur ce coup-là. Les gradés d'en haut m'ont scotché toute la nuit. Disparition de la fille d'un baronnet et tout ça. »« Eh ?» demanda Holmes, allongé sur sa chaise, les doigts joints. Lestrade consulta un petit carnet. « Nous avons commencé à démarcher les pharmaciens locaux, suite à votre suggestion. 3 boutiques ont signalé avoir vendu de petites quantités de phosphore à un homme de grande taille qui boitait visiblement au cours de la semaine dernière. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Une boiterie, dites-vous ? » ?»« Oui. Les employés ne se souvenaient pas de grand-chose d'autre. Pas de nom, pas de description de chapeau ou de manteau. Mais sa boiterie le rendait mémorable. Malheureusement, plus personne ne l'a revu depuis. Il a disparu dans le brouillard comme une mauvaise idée. Holmes se tourna vers moi. « Watson, vous souvenez-vous de ce que Corbett nous a dit ? Mademoiselle Pennington a eu la sensation d'être suivie par un homme boiteux, quelques jours avant sa disparition. »« En effet, répondis-je, crois-tu que cet étranger qui achète du phosphore est notre homme ?» Holmes se leva et prit son violon sur la cheminée. « Je crois que c'est un homme d'un grand intérêt, pour le moins. Lestrade, vos hommes sont-ils capables d'extraire des dossiers du ministère de l'Intérieur sur les vétérans des campagnes d'Afghanistan revenus avec de graves blessures aux jambes ?» Lestrade fronça les sourcils. « Tu crois que c'est un soldat ? Je pense qu'une boiterie suggère soit une affection congénitale, soit un accident, soit une blessure de combat. Cette dernière limite considérablement notre champ d'investigation. Ajoutez à cela sa connaissance du phosphore, une substance aux applications militaires et explosives, et nous commençons à esquisser une silhouette plus précise. » Lestrade prit note. « Je vais le faire savoir. Ça peut prendre un jour ou 2. » Holmes pinçait distraitement les cordes de son violon, son esprit étant clairement en avance sur le reste d'entre nous. Lestrade s'apprêtait à partir, mais s'arrêta. « Et encore une chose. Un allumeur de réverbère près de Hanover Square a rapporté un étrange rapport. Il prétend avoir vu une seconde voiture, un fiacre fermé et banalisé, suivre la diligence de Pennington environ 5 minutes après son départ. J'ai trouvé ça étrange. Mais j'ai supposé qu'il s'agissait simplement d'un monsieur impatient qui allait dîner. » Les yeux de Holmes s'illuminèrent. « Ça, Lestrade, c'est la première contribution vraiment originale que j'entends du Yard. Depuis des mois. Bravo !» Lestrade s'autorisa un rare sourire avant de partir. Nous nous sommes aventurés dehors plus tard dans la matinée, Holmes insistant pour retracer exactement l'itinéraire emprunté par Phelps le soir de la disparition.
Nous avons commencé à Hanover Square, où la voiture de Pennington avait été aperçue pour la première fois, et avons marché vers l'ouest le long des rues de Mayfair, passant sous des lampadaires en fer encore enveloppés par le brouillard. Matinal Holmes scrutait chaque intersection et chaque passage piéton, son regard passant des pavés aux cheminées, comme un homme lisant un texte invisible. « Regarde, Watson », dit-il en s'accroupissant au pied d'un immeuble. « Des ornières de roues, plus lourdes que celles d'un fiacre standard, à double rainure. Et là, une trace de peinture verte. Qu'en penses-tu » Je me suis agenouillé à côté de lui. « Ça pourrait être n'importe quoi, un chariot de livraison peut-être ?» Pas à méfaire. Les chariots de livraison ne sont pas autorisés après 17 heures. Ces ornières correspondent à l'espacement d'un fiacre privé, pas d'un fiacre, enregistré au nom des Pennington. J'ose croire que l'allumeur de réverbères a dit vrai. Nous avons suivi la faible trace sur plusieurs pâtés de maisons, jusqu'à ce qu'elle semble disparaître près d'une ruelle étroite, menant à une rue secondaire moins connue, Parsons Mews. Une rangée d'écuries vides et de pensions aux volets fermés bordait les trois passages. Les écuries du Parson, murmura Holmes, un endroit peu recommandable pour la fille d'un baronnet qui s'y enfuit. Il a déménagé dans un bâtiment abandonné avec des briques souillées de suie et une porte en bois déformée. Notez les rayures sur la poignée, dit-il, récemment utilisée, et pourtant de la poussière sur le seuil, intacte, à l'exception d'une marque. J'ai baissé les yeux. Une légère empreinte dans la crasse, une demi-empreinte de chaussure inclinée vers l'intérieur. Je boite, murmurai-je. Holmes hocha brièvement la tête. Voyons voir qui habite ici. À l'intérieur, l'air était aigre, usé et humide. Un unique rayon de lumière perçait les volets brisés, illuminant les grains de poussière qui dansaient en silence. Holmes se déplaçait telle une ombre, montant un escalier branlant jusqu'au 2e étage. Là, nous avons trouvé une pièce qui avait peut-être servi de bureau. Un bureau était adossé au mur, les tiroirs entr'ouverts. Holmes les examina rapidement. « Vide, récemment vidé, » dit-il, « mais pas complètement. » Il tendit la main sous le tiroir du bas et en sortit un fin morceau de vélin plié. Il était déchiré sur les bords et taché d'humidité, mais l'écriture restait lisible. Livré comme convenu, aucune interférence. Paiement à suivre, au refuge. Pas de nom, pas de signature. L'expression de Holmes s'assombrit. Ceci, Watson, est le langage du complot. J'ai regardé le mot. Croyez-vous que mademoiselle Pennington a été enlevée par des professionnels? Je crois, dit lentement Holmes, qu'elle n'a pas été enlevée par des voyous ou des extorqueurs, mais par des hommes qui maîtrisent le théâtre de la disparition. Comment orchestrer l'illusion? Ce morceau de soie, la voiture verrouillée, les brûlures chimiques, ce n'était pas un crime passionnel. C'était une mise en scène. Et l'homme qui boite, peut-être le réalisateur ou la mauvaise direction. Je ne peux pas encore le dire. Nous avons quitté Parsons Mews et sommes retournés à Baker Street, tandis que le soleil commençait sa lente descente derrière les cheminées. Holmes n'a pas beaucoup parlé sur le chemin du retour, si ce n'est une phrase murmurée. Il comptait sur nous pour résoudre le mystère d'une pièce fermée à clé. Mais que se passerait-il si la pièce n'avait jamais été fermée à clé, seulement pour donner l'impression qu'elle l'était? Ce soir-là, alors que Holmes allumait sa pipe et que je griffonnais des notes dans mon journal, un télégramme arriva. Il l'ouvrit d'un mouvement du poignet et lut à voix haute « Homme dont la description correspond à un corps inerte, aperçu près de Covent Garden, identifié comme ancien sapeur, nom Gideon Blythe, démobilisé pour déshonneur en 1886. Surnom Merryman, actuellement logé dans une pension de famille de Windlow Street. L'estrade, Holmes expira un mince filet de fumée. Gideon Blythe, dit-il, le nom se posant dans l'air comme un rideau qui tombe. Demain, Watson. Dit-il en tapotant le télégramme avec 2 doigts. Nous rencontrerons l'homme qui peut ou non boiter, et nous découvrirons s'il marche en vérité ou déguisé. Le lendemain du télégramme de l'estrade, le brouillard s'était dissipé sur Londres,
Mais dans notre logement du 221B Baker Street, l'atmosphère restait tendue. Holmes s'habillait avec une hâte inhabituelle, sa cape d'Inverness déjà en bandoulière, tandis qu'il vérifiait la charge de son petit revolver avec le calme et le détachement d'un homme se préparant non pas à la violence, mais à son éventualité. Gideon Bleeth, dit-il sans lever les yeux, est un homme dont le passé dépeint l'instabilité. Passé en cour martiale pour insubordination, plusieurs séjours en prison pour petits vols et bagarres, et maintenant le spectre favori dans la disparition d'Eleanor Pennington. Je me tenais près du foyer, agrafant mon col. « Tu t'attends à ce qu'il avoue ? Avouer ? Certainement pas. Mais les coupables n'ont pas toujours besoin d'avouer, Watson. Parfois, ils ont simplement besoin de trop parler, ou pas assez. Nous sommes partis à pied, refusant un taxi pour nous imprégner de l'ambiance des environs de Windlow Street avant d'arriver. C'était une artère étroite au cœur de Camden Town, un quartier désormais à peine respectable, avec son plâtre émietté, ses enseignes de travers et ses vitrines à moitié couvertes de crasse. Les passants que nous croisions nous lançaient de brefs regards soupçonneux. Des dockers, des vendeurs, un garçon pieds nus aux bras bandés qui nous observait comme un corbeau depuis un toit. Les maisons de chambre de Windlow Street étaient toutes identiques. Murs de briques, grilles en fer, seuil bas, et une odeur de choux bouillis flottant à l'entrée. Le numéro 9, l'adresse indiquée dans le télégramme de l'estrade, ne faisait pas exception. Holmes frappa fermement, et une femme d'âge et d'accent indéterminé répondit. Elle portait un tablier taché et avait l'air de quelqu'un qui n'avait été surpris par rien depuis 20 ans. « Monsieur Bleeth ?» demanda Holmes. Elle renifla. « Dernier étage, 3e porte à gauche. Il est sorti presque toutes les nuits, il a dormi toute la journée et toussait comme un damné. » Holmes lui offrit une pièce sans un mot et monta l'escalier, chaque planche grinçante annonçant notre approche. Je la suivis de près, ma trousse médicale en bandoulière, plus par habitude que par nécessité. À la 3e porte, Holmes s'arrêta, tendant l'oreille. Un léger bruit de pas résonna à l'intérieur, suivi d'une toux sourde. Il frappa. « Va-t'en » dit une voix intérieure, rauque et irritable. « J'ai bien peur que non » répondit Holmes. « Nous ne sommes pas des agents de recouvrement, ni des gendarmes, mais nous avons des questions d'une extrême urgence. » Il y eut un silence, puis le bruit d'un verrou qu'on ouvrait. La porte s'ouvrit d'un pouce. Gideon Bleeth était plus grand que prévu, mais voûté, comme si la ville avait plié à plusieurs reprises. Son visage était sec et tanné, ses yeux couleur charbon brûlé et une cicatrice mal cicatrisée lui coupaient le sourcil gauche. Le plus remarquable, cependant, était sa jambe droite. Il s'appuyait lourdement sur une canne, et lorsqu'il recula pour nous laisser entrer, sa claudication était indéniable. « Que veux-tu » demanda-t-il d'un ton neutre. « Pour parler, » dit Holmes en intervenant, « et pour écouter. » La pièce était dépouillée. Un lit affaissé, une caisse en guise de table, une unique fenêtre aux carreaux si sales qu'il filtrait la lumière du soleil, lui donnant la couleur d'un thé léger. Un réchaud flamboyait dans un coin, réchauffant une bouilloire au contenu indéterminé. Sur la caisse reposait une tasse tachée, une pile d'allumettes brûlées et un exemplaire corné du L'île au trésor. Holmes observa la scène d'un seul regard avant de se tourner vers Bleeth. « Vous avez acheté du phosphore la semaine dernière, 3 fois dans 3 magasins différents. Vous avez été aperçu près de Hanover Square le soir de la disparition d'Eleanor Pennington. Et vous avez servi dans les Royal Engineers. Ai-je tort ?» L'expression de Bleeth ne changea pas. « Tu as fait tes devoirs. Alors vous comprendrez l'importance de votre coopération. Ça dépend de ce que tu appelles coopération. » Il s'assit sur le lit et expira bruyamment. « Oui, j'ai acheté du phosphore. Pour les rats, c'est pas illégal. » Holmes ne répondit pas. Bleeth poursuivit, visiblement agité mais pas effrayé. « J'étais près de Hanover Square, c'est vrai. Je m'y promène parfois. C'est un terrain plus facile pour la jambe. Et non, je n'ai kidnappé aucune fille de baronnet, si c'est de cela que vous êtes venu m'accuser. Nous sommes ici, dit Holmes d'un ton neutre, parce que vous êtes un homme dont les compétences chimie, mécanique, logistique auraient très vraisemblablement pu servir à une tromperie.
Les mobiles ne nous intéressent pas encore. Seuls les moyens nous intéressent. Bliss rit d'un rire rauque et brisé. Tu crois que j'ai réussi un numéro de disparition? Dans une voiture verrouillée? J'ai dormi dans les caniveaux pendant des semaines. Que voudrais-je d'un aristocrate parfumé? La voix de Holmes resta calme, mais ses mots étaient tranchants et précis. Mademoiselle Pennington a signalé avoir été suivie par un homme boitant. Vous, peut-être. Et sinon quelqu'un qui voulait absolument se faire passer pour vous. Cela attira l'attention de Blitt. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, dit Holmes en s'approchant, que soit vous l'avez suivi, soit vous avez été fait passer pour tel. Blitt fixa le sol, puis murmura « Je ne l'ai pas suivi. Je suivais quelqu'un d'autre. J'ai jeté un coup d'œil à Holmes avec surprise. Allez-y, dit Holmes doucement. Ce n'était pas elle. Je ne connaissais même pas son nom avant la publication du journal d'hier. Je filais un homme depuis 3 jours, un homme que j'avais connu à l'armée. Il s'appelait Casimir Doyle. Holmes fronça les sourcils. Ce nom ne me dit rien. Ce ne serait pas le cas. Il était technicien en explosifs en Afghanistan. Il a mal tourné, il a disparu avec 2 caisses de munitions d'un convoi en 1985. On le croyait tous mort, mais je l'ai revu il y a 3 jours, près de Covent Garden. Même visage, nom différent. Il se faisait appeler Langley ou Langdon ou quelque chose comme ça. Il marchait comme un banquier, habillé comme un patron de boîte de nuit. Holmes se pencha. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé ?» Blitt leva les yeux. Une lueur crue brilla dans ses yeux. « Parce que personne ne croit un homme comme moi, et parce que j'ai essayé de l'attraper moi-même. Il m'a laissé mourir dans le col d'Helmand. Je me suis dit que si je le ramenais, quelqu'un pourrait croire que j'avais encore de la valeur. » Il y eut alors un silence, tandis que Holmes le regardait. « Je te crois, » dit finalement Holmes. Blitt cligna des yeux. « Tu le fais. »« Je le pense, » répondit Holmes. « Mais votre histoire soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. » Il se tourna vers moi. « Watson, les pièces du puzzle se déplacent. Si Casimir Doyle opère effectivement sous un pseudonyme et circule librement dans les cercles les plus intimes de Londres, nous devons considérer que la disparition de mademoiselle Pennington n'est peut-être pas un crime passionnel isolé ou un scandale. Familial. Elle pourrait s'inscrire dans un contexte plus vaste, un complot. » Il se tourna vers Blitt. « Où as-tu vu cet homme pour la dernière fois ?»« Il y a 2 jours. Je suis entré chez un buraliste près d'Argyll Street. J'ai attendu des heures, mais il n'est jamais sorti. » Holmes hocha la tête. « Vous nous avez été d'une grande aide. Si nous avons besoin de vous, nous reviendrons. » Alors que nous mettions le pied sur le palier, Blitt nous a interpellés. « Si vous le trouvez, dites-lui que Gideon Blitt se souvient d'Helmand. Dites-lui que je n'ai pas oublié la falaise. » Holmes fit un bref signe de tête avant de descendre les escaliers. Dehors, la lumière du soleil déclinait derrière d'épais nuages, mais Holmes semblait galvanisé. Nous ne sommes plus, Watson, confrontés à une simple disparition. Nous abordons le domaine du déguisement, de la trahison militaire et peut-être même d'une conspiration internationale. Vous croyez que ce Doyle, Langley ou qui que ce soit a enlevé Miss Pennington? Je crois, dit lentement Holmes, que mademoiselle Pennington a été enlevée non pas à cause de qui elle est, mais à cause de la personne qu'elle a rencontrée par hasard. Et si c'est vrai, nous devons agir vite. Alors que nous traversions Windlow Street, un garçon à vélo nous dépassa à toute vitesse, fourrant un journal roulé dans la main de Holmes. Il l'ouvrit et s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Il le brandit. Là, sur la première page du Chronique du soir, était un titre « Une femme non identifiée, trouvée inconsciente dans une pièce fermée au-dessus d'un pub de Southwark, suspecte d'actes délictuels. » Yeux de Holmes se rétrécirent. « Le rideau se lève à nouveau, Watson, » dit-il doucement. « Et maintenant l'acte 2 commence. » La pluie s'est mise à tomber en fines nappes insistantes, tandis que nous traversions la Tamise en direction de Southwark. Les réverbères du pont de Blackfriars scintillaient de leurs propres halos jaunes,
et les roues de notre fiacre faisaient onduler les flaques d'eau peu profondes accumulées sur les pavés. Holmes était assis, le dos voûté, ses doigts martelant avec impatience le manche d'ivoire de sa canne. « Nous la retrouverons vivante, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Le spectacle n'est pas encore terminé, et aucun illusionniste ne termine un spectacle sans un dernier geste. J'ai hoché la tête sans vraiment en saisir le sens, serrant mon col contre le froid. L'article de première page du Chronique du soir avait manqué de détails. Une femme avait été découverte inconsciente dans une pièce fermée à clé à l'étage, au-dessus d'un pub de Southwark sans identification, et l'hypothèse d'un acte criminel n'était pas exclue. Mais Holmes, d'un seul coup d'œil à la description, une vingtaine d'années, cheveux bruns, robe verte, épingle à cheveux en forme de laurier trouvée près de la fenêtre, avait déclaré sans hésitation « C'est Eleanor Pennington. Nous sommes arrivés au Blackthorn Quay, une taverne terne et sombre, coincée entre deux entrepôts peu après le crépuscule. L'établissement semblait aussi indifférent à notre arrivée que les clients. Les murmures des conversations à voix basse et les tintements de verre s'arrêtèrent à peine lorsque nous franchissions la porte. Derrière le bar se tenait une femme d'une corpulence impressionnante et à l'expression peu impressionnée, une des serveuses. Elle prétend avoir entendu tousser au-dessus de ses appartements, à cet étage, et a pensé que c'était un chien errant. On ne loue généralement pas la chambre du haut. Elle a forcé la porte avec l'aide du barman. Elle a trouvé la fille affalée près du lit. Holmes se pencha et passa la main sur le plancher. Il s'arrêta à un endroit près du coin, puis appuya doucement. Un léger craquement se fit entendre et le plancher s'inclina légèrement. « Une carie, » dit-il, « utilisée récemment. » Il l'ouvrit avec une fine lame. Sous le sol se trouvait une corde noire, un morceau de tissu froissé et un petit objet en laiton enveloppé dans du papier. Holmes le récupéra avec précaution et déballa le paquet. À l'intérieur se trouvait un petit appareil cylindrique de 5 cm de long avec une extrémité perforée. Je me suis penché pour l'inspecter. Un filtre respiratoire, expliqua Holmes, utilisé pour administrer du chloroforme ou de l'éther sans éclabousser le visage. Il se tenait debout, les lèvres dessinées en une fine ligne. Quelqu'un voulait la faire taire, mais pas la tuer. On voulait qu'elle disparaisse le temps d'organiser un événement, et assez longtemps pour que la peur s'installe, mais pas pour toujours. Pike se gratta le menton. Nous avons interrogé la barmaid et le propriétaire. Ils jurent n'avoir jamais vu la fille. Personne n'a vu personne l'amener. Holmes s'approcha de la porte et examina la serrure. Puis il regarda le loquet de la fenêtre. Tous deux intacts, et pourtant une femme inconsciente ne peut pas s'enfermer. Il se retourna, l'éclat revenant dans ses yeux. Elle a donc été placée ici alors qu'elle était déjà inconsciente, et la serrure a été actionnée de l'intérieur, soit par un mécanisme, soit par quelqu'un qui est sorti sans utiliser la porte ni la fenêtre. « Mais comment ?» demandai-je. « Watson, » dit Holmes, « tu te souviens de l'homme qui boite ? Gideon Blight nous a raconté qu'il avait suivi un certain Casimir Doyle, alias l'Anglais, qui avait disparu dans un bureau de tabac sans jamais en ressortir. Et si notre fantôme avait fait la même chose ici, non pas disparaître, mais descendre ?» Je le fixai du regard. « Tu veux dire qu'il y a une autre sortie ?»« Précisément. » Il se tourna vers Pike. « Vos hommes ont-ils fouillé le mur, derrière le bureau ?» L'inspecteur haussa un sourcil puis lança un ordre. L'agent écarta les meubles, révélant un panneau déformé à la base du mur, presque invisible sous le plâtre fissuré. Holmes s'agenouilla et appliqua une pression. Le panneau céda, s'ouvrant vers l'intérieur avec un léger gémissement, révélant un étroit escalier en spirale descendant dans l'obscurité. Pike siffla. L'escalier d'un vieux domestique, je parie. Holmes hocha la tête. Abandonné, et connu seulement de ceux qui connaissent l'histoire du bâtiment. Notre ravisseur l'a amené ici, a verrouillé la pièce, a placé la clé bien en vue, est sorti par ce passage et a laissé le temps faire le reste. Il se leva. Théâtral, calculé. Notre adversaire
n'est pas seulement un criminel. C'est un architecte de la perception. Plus tard dans la soirée, nous avons visité l'infirmerie St. Jude, où Eleanor Pennington reposait désormais sous des draps de lin amidonnés, le front lisse et serein. Une infirmière nous a admis sur l'autorisation de Holmes et s'est reculée pendant qu'il se penchait sur le lit. « Aucune trace », murmura-t-il, « aucune abrasion. Le filtre respiratoire était efficace. J'ai vérifié son pouls. Il était stable, bien que faible. »« Elle va se réveiller, » dis-je. « Bientôt. »« Elle le doit, » répondit Holmes. « Parce que quand elle le fera, nous devrons lui demander ce qu'elle a vu avant de s'endormir. » Alors que nous quittions la salle, Holmes s'arrêta sur le seuil. « Il y a autre chose, Watson. La chambre était trop propre. Pas de poussière, pas d'insectes. Quelqu'un l'utilisait régulièrement. »« Une maison sûre ?» ai-je demandé. « Ou une scène. » Quoi qu'il en soit, nous avons affaire à un deuxième lieu destiné à attirer notre attention. Mais pourquoi la faire revenir maintenant? Pourquoi ne pas la garder plus longtemps? J'ai réfléchi à la question. Peut-être n'avait-il plus besoin d'elle. Ou peut-être, dit Holmes d'un ton sombre, qu'il savait que nous rapprochions et voulait changer la donne. Ce soir-là, de retour à Baker Street, Holmes se tenait à la fenêtre, scrutant la ville tandis que les voitures s'entrechoquaient en contrebas. Sa silhouette se découpait brutalement dans la lumière des lampadaires. Ils l'ont ramené pour nous distraire, Watson, pour brouiller les pistes. J'ai levé les yeux de mes notes. De quoi Holmes se retourna, les ombres s'étendant sur son visage. De qui elle a vu, de ce qu'elle a entendu, et surtout de la raison pour laquelle elle a été enlevée. Il fit les 100 pas un moment, puis s'arrêta. Demain, nous retournons chez les Pennington. Eleanor ne parle peut-être pas encore, mais les pièces où elle vivait pourraient le faire à sa place. Le lendemain matin se leva gris et indistinct, comme si Londres elle-même souhaitait occulter les découvertes de la veille sous un voile de fumée et de froid. Tandis que nous prenions notre petit déjeuner dans notre salon, l'appétit de Holmes, qui se manifestait rarement au plus fort d'une affaire, restait totalement absent. Il arpentait la pièce avec une lenteur délibérée, ne s'arrêtant que pour tirer une bouffée de sa pipe ou consulter l'épingle à cheveux en laiton posée à côté du morceau de tissu brûlé sur son bureau. « J'ai déjà dit, Watson, » a-t-il fait remarquer, que c'est une erreur capitale de théoriser avant de disposer de données. Mais maintenant que nous possédons des fragments de preuves, physiques, circonstancielles et psychologiques, il est temps de rechercher le seul domaine où le schéma manquant pourrait encore subsister. « Les appartements de mademoiselle Pennington ?» demandai-je. « Précisément. Nous avons jusqu'ici examiné les moyens de transport, le lieu de la disparition et même la prison de fortune. Mais la constante commune à tous ces éléments, le sujet de l'illusionniste, n'a pas été pleinement comprise. Je souhaite examiner l'espace où se déroulaient les habitudes d'Eleanor Pennington. Si son ravisseur connaissait suffisamment ses habitudes pour les anticiper, alors nous devons faire de même. » Une heure plus tard, Sir Horace Pennington nous reçut à l'entrée de la majestueuse demeure familiale, rue Upper Brook, le visage blême d'insomnie. Bien qu'Eleanor n'ait pas encore repris connaissance à l'infirmerie, la nouvelle de sa vie ne l'avait guère apaisée. « Elle reste inconsciente, » nous dit-il en nous guidant dans les couloirs majestueux de sa maison. « Les médecins disent que ce n'est pas physique, mais plutôt le choc subi par son organisme. Je ne peux m'empêcher de me demander « Qu'a-t-elle vu, monsieur Holmes, pour la mettre dans un tel état ?» « C'est précisément ce que nous avons l'intention de découvrir, » a déclaré Holmes. Nous montâmes au 2e étage, où se trouvaient les appartements d'Éléonore, exposés à l'est, baignés par la lumière matinale. Sir Horace ouvrit la porte et nous fit signe d'avancer. La pièce, décorée dans des tons sauges et crème discrets, était loin du désordre sentimental auquel j'aurais pu m'attendre dans un boudoir de jeune femme. Elle était au contraire élégante, posée et reflétait une personnalité plus portée sur l'étude tranquille que sur la frivolité. Une chaise longue côtoyait un modeste bureau.
Un globe terrestre était posé sur une étagère en noyer et un violon reposait dans son étui, sous la fenêtre. Holmes s'est introduit comme un spectre, ne touchant rien au début mais laissant ses yeux cataloguer chaque détail. Le motif des empreintes dans le tapis, la position des livres sur les étagères, le léger angle sous lequel une photographie encadrée faisait face au mur. Je ne vois aucun signe de trouble. Dis-je, pas d'effraction, pas de désordre. C'est précisément pour cela que ça m'intéresse, murmura Holmes. Une pièce intacte peut en cacher plus d'une dans le chaos. Il se dirigea vers le bureau et en inspecta le contenu. Le tiroir du haut contenait du courrier noué d'un ruban vert, soigneusement rangé. Il le feuilleta, s'arrêtant brièvement devant une enveloppe. « Watson, regarde ici, » dit-il. Il me tendit une lettre, non signée, non datée, mais visiblement arrachée d'un ensemble plus volumineux. Le papier portait un léger filigrane. « Collège pour femmes, Saint-Dunstan ». Le contenu était sobre. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai découvert dans le registre. Vous ne devez pas poursuivre, n'en parler à personne, même à ceux en qui vous avez confiance, surtout pas à lui. Je l'ai lu à voix haute et j'ai froncé les sourcils. Quel registre? Et qui est il? C'est ce que nous devons. Maintenant vérifier, dit Holmes. Il se tourna vers Sir Horace. Mademoiselle Pennington a-t-elle eu récemment des engagements liés à des œuvres caritatives, à des bibliothèques ou à des conférences qui auraient pu la mettre en contact avec des comptables professionnels? Sir Horace réfléchit un instant. Elle était récemment assistante à la Société des travailleurs désaffectés, dont les bureaux sont à Bloomsbury. Il gère les pensions des employés et du personnel de maisons retraitées. Un endroit idéal pour que des livres de comptes financiers se retrouvent sur son bureau. Charles a déclaré Holmes, et peut-être quelques secrets cachés dans les chiffres. Holmes reprit son examen de la pièce, inspectant méthodiquement la bibliothèque. Il s'arrêta devant un mince volume intitulé Innovation navale du XVIIIe siècle. Il le retira et une fine feuille de papier tomba d'entre ses pages. Cette fois, le contenu était dactylographié. Objet: Casimir Doyle, alias Langdon Price, le. Sujet serait actif dans les milieux juridiques adjacents. Cette fois, le contenu était dactylographié. Objet: Casimir Doyle, alias Langdon Price, le. Sujet serait actif dans les milieux juridiques adjacents. Fausses informations d'identification identifiées, infiltration suspectée au bureau du registraire. Surveiller attentivement l'activité. Ne pas alerter le sujet. Holmes tint le page en silence. Elle enquêtait sur lui, dis-je enfin. Eleanor Pennington a découvert le lien entre Casimir Doyle et ce pseudonyme, Langdon Price. Et elle l'a caché, répondit Holmes, même à son fiancé. Il se retourna brusquement. Sir Horace, connaissiez-vous un certain Langdon Price? Sir Horace cligna des yeux. Ce nom me dit quelque chose. Oui, Langdon Price est associé à un cabinet d'avocats près de Temple Bar. Il nous a rendu visite une fois, il y a quelques mois. Nous le trouvions ennuyeux. Il s'est renseigné sur les exonérations fiscales pour les œuvres caritatives. Et à quoi ressemblait-il? Grand, teint pâle, barbe soigneusement taillée. Il marchait avec une canne. Rien de particulier à part une légère boiterie. Le visage de Holmes s'assombrit. Notre homme, sans aucun doute. Il retourna au bureau d'Eleanor et examina les compartiments du fond. Des casiers peu profonds et des recoins secrets. L'un d'eux contenait un petit carnet, de la taille d'une paume muni d'un fermoir. Holmes crocheta délicatement la serrure et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvèrent des entrées brèves et méticuleuses. Février, Langdon Price réapparaît à Saint-Elgin. Il suit mademoiselle Avery. Je l'ai remarqué sans le savoir. 6 février. Une conversation avec le registraire révèle une anomalie. Le prix ne figure pas dans l'annuaire avant 1890. 11 février. Je l'ai revu. Même boitement. Mêmes yeux. Holmes referma le carnet. Elle l'a vu à plusieurs reprises. Elle l'a suivi.
Elle n'était pas sa cible par hasard, Watson. Elle l'est devenue par curiosité. Mais comment savait-elle où chercher? Je suppose que cela a commencé avec le grand livre. Sir Horace resta silencieux, frappé. Holmes se leva et observa la pièce une dernière fois. Son regard tomba sur un miroir mural, orné et apparemment inoffensif. Il s'approcha. « Watson, » dit-il, « ce cadre vous semble-t-il curieux ?» Je le rejoignis. Le cadre du miroir était légèrement tordu, mais pas à cause d'une mauvaise installation. En y regardant de plus près, il était monté sur charnière. Holmes le fit glisser. Derrière le miroir encastré dans le mur, se trouvait une niche peu profonde. À l'intérieur se trouvait une carte pliée, froissée, annotée à l'encre rouge. Holmes la déplia sur le bureau. Elle représentait un quartier de Bloomsbury et ses rues environnantes. Certains bâtiments étaient entourés, bibliothèque, œuvres caritatives, administration municipale. Mais un endroit portait une marque distincte, une double croix placée à côté de l'adresse 32, Allée Bernard. « Ça vous dit quelque chose ?» ai-je demandé. La voix de Holmes baissa. « C'est vrai. Ce bâtiment servait autrefois d'archives administratives pour la poste royale. Il a été fermé il y a des années, officiellement. » Il fit rouler la carte. « Il est temps d'aller voir Bernard Lane. » Alors que nous nous préparions à partir, Holmes s'arrêta une fois de plus sur le seuil de la chambre d'Éléonore. « Ce n'est pas seulement une victime, » dit-il doucement. « C'était un témoin, une enquêtrice à part entière. L'illusionniste l'a fait disparaître pour effacer sa vision. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, Watson, c'est qu'Eleanor Pennington a laissé des échos. Et nous commençons. À peine à les entendre. Ce n'est pas sans un certain pressentiment que nous approchâmes du 32 Bernard Lane plus tard dans l'après-midi. L'air était devenu métallique, lourd du poids de la pluie qui n'était pas encore tombée. Un vent froid soufflait dans les étroites ruelles de Bloomsbury, faisant vibrer les feuilles mortes sur les pavés comme des ossements desséchés. Un étrange silence régnait dans la rue. Pas de taxi, pas de commis affairé, ni de coursier, désœuvré. Juste la longue ombre grise d'une adresse qui avait disparu de la plupart des plans de la ville. Le bâtiment devant nous était un vestige d'une époque civique oubliée. Construit au début des années 1860, il arborait l'austérité symétrique de l'architecture gouvernementale. Corniche noircie par la suie, hautes fenêtres étroites, obscurcies par la crasse, et lourdes portes à deux battants fermées par des maillons rouillés. Au-dessus du linteau, on pouvait lire en lettres pâles « Bureau des archives postales ». Division Sud. Holmes le considérait sans émotion. « Un lieu conçu pour conserver des archives », dit-il, « et peut-être maintenant, utilisé pour les cacher. » Il sortit un passe-partout de sa poche et s'agenouilla près de l'entrée latérale, une porte de service en contrebas du niveau de la rue. Après quelques tours habiles et un léger clic, la serrure céda. Nous sommes entrés dans l'obscurité. Holmes alluma sa lanterne et me la passa avant d'en sortir une seconde. L'intérieur sentait le moisi, l'encre usée et l'abandon. Des rangées de classeurs et des piles de livres de comptes se dressaient telles des pierres tombales dans l'obscurité, et quelque part au fond, le goutte à goutte régulier résonnait dans le silence. « Il a été fermé en 1897, » murmura Holmes, mais visiblement pas complètement abandonné. « Nous avancerons prudemment, Watson. Il y a toujours une différence entre un lieu oublié et un lieu rendu tel. » Nous entrâmes dans ce qui avait été une ancienne salle des archives. La poussière recouvrait toutes les surfaces, mais le sol portait des traces de travaux récents, des taches plus claires là où des meubles avaient été déplacés, un léger sillon où des pas avaient laissé une trace dans la crasse. Holmes suivit ce sentier avec la patience d'un pisteur en forêt profonde, scrutant non seulement le sol, mais l'air lui-même, comme s'il flairait une trace. Nous arrivâmes alors dans une pièce au fond du couloir. Elle avait autrefois servi de chambre d'enregistrement, ses portes de coffre en fer étant encore intactes mais déverrouillées. Holmes en poussa une et entra. À l'intérieur, une table ignifuge trônait au centre.
sa surface métallique rayée par des décennies d'utilisation. Dessus se trouvait un registre vierge de toute trace, à l'exception d'un filigrane circulaire, dans un coin. Holmes l'examina puis ouvrit la première page. « Que vois-tu » demandai-je en levant la lanterne plus haut. Il tourna les pages avec une lente précision. Les documents financiers. Mais pas des comptes postaux. Il s'agit de dotations caritatives, de fiducies obscures, de versements à des fonds de retraite et à des orphelinats. Je fronçai les sourcils. La Société des travailleurs désaffectés. Exactement. Et plusieurs autres, dont certaines ont été dissoutes depuis longtemps. Mais regardez, chaque entrée porte le même identifiant LP, Langdon Price. Holmes hocha la tête, mais son expression resta tendue. Il s'est enfoui sous une bureaucratie sans fin. Il manipulait les registres sans issue d'organismes caritatifs oubliés. Il transférait de l'argent par des noms que personne ne remettait en question. Il atteignit la dernière page, où plusieurs figures avaient été hâtivement rayées et écrasées. Une dernière ligne avait été ajoutée au crayon. Confirmé. 3 unités reçues. Préparez le départ. Je lui ai jeté un coup d'œil. 3 unités? Des personnes, je suppose, répondit Holmes d'un ton sombre. Pas des biens. Nous avons affaire non plus à un enlèvement isolé, mais à un réseau de disparitions, peut-être échangés ou vendus à des fins encore inconnues. Soudain, Holmes se raidit. Il se pencha et récupéra un petit morceau de parchemin sous le bord de la table. Il portait un tampon grossier, un œil ailé dans un cercle. « Encore ça », dit-il doucement. Je me souvenais du même symbole légèrement imprimé sur le vélin que nous avions trouvé à Parsons Mews, le message concernant le paiement à la planque. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas encore, dit Holmes en glissant le parchemin dans son manteau. Mais il relit la silhouette obscure de Blythe à cet endroit. Et ça, Watson, ça change la donne. Tandis qu'il parlait, un bruit soudain interrompit le silence. Un pas. Nous sommes restés figés. Dans le couloir derrière nous, faible mais indubitable, nous parvint le craquement d'une planche. Puis un autre. Quelqu'un s'avançait vers nous. Holmes éteignit aussitôt sa lanterne, nous plongeant dans l'ombre. Il m'entraîna rapidement sur le côté de la porte, juste au-delà de son bord. Nous avons attendu. Une silhouette passa la porte, lente, prudente, réfléchie, grande, mince. Sa silhouette se découpait dans la faible lumière d'une fenêtre au fond du couloir. Holmes s'est glissé derrière lui comme un spectre, et je l'ai suivi à un pas derrière, le cœur battant. L'intrus se déplaça avec la certitude d'un familier des lieux. Il entra dans une pièce plus petite, ignorant qu'il était suivi. Holmes avança rapidement, se précipitant derrière lui et posant une main sur son épaule. L'homme s'est figé. « Tournez-vous lentement », dit Holmes. Pas de geste brusque. L'homme se retourna, il était plus jeune que je ne le pensais, pas plus de 30 ans, avec la peau pâle, un visage étroit et des yeux gris perçants. Il n'avait pas l'air surpris de nous voir. « Vous n'êtes pas des policiers, a-t-il dit. « Non, répondit Holmes, mais vous l'êtes. » L'homme hésita. Puis, avec un léger hochement de tête, il fouilla dans son manteau et en sortit une carte d'identité pliée. Benjamin. Keene, bureau interne, division spéciale des registres. Holmes a inspecté la carte puis l'a rendue. Quel intérêt la division des registres a-t-elle dans des archives postales disparues? Les yeux de Keene se plissèrent. Le même que le vôtre, je suppose. Vous êtes Monsieur Holmes. Je suis la piste de l'homme que vous traquez. Il se fait appeler Langdon Price. Il a infiltré notre système il y a 2 ans. Il a commencé à falsifier des identifiants d'accès à des comptes clôturés, acheminant des fonds via des fiducies fantômes. Nous n'avons repéré sa piste que grâce à un sceau erroné sur une pension de retraite destinée à un docker décédé. Les recherches d'Eleanor Pennington ont accéléré son planning. Elle était sur le point de le dénoncer, dis-je. Plus près qu'elle ne le pensait, répondit Keene. Elle a envoyé une copie d'un des registres à un contact du greffe de Saint-Elgin. Ce contact a disparu 1 semaine plus tard. Holmes croisa les bras.
Savez-vous où se trouve Langdon Price en ce moment? Keane secoua la tête. Il a disparu. Il a laissé ce registre il y a 2 jours. On pense qu'il soupçonne une surveillance. Holmes hocha la tête. Alors, il... Faut le faire sortir. Keane le regarda. Tu as un plan? J'ai toujours un plan, répondit Holmes d'une voix froide. Mais maintenant, je dois le modifier. La disparition d'Eleanor Pennington n'était pas un incident isolé. C'était un coup de semonce. Et ceci, il désigna le registre du registre, était l'arme qu'elle a failli lui arracher des mains. Nous avons quitté Bernard Lane peu de temps après, nous séparant de Keane à la condition que leur bureau fournisse à Holmes toute la documentation restante relative à LPA des pseudonymes connus. Holmes marchait en silence, tandis que nous retournions à Baker Street, l'humidité des ruelles s'infiltrant lentement dans nos manteaux. « J'ai été trompé, Watson », dit Holmes, alors que nous montions les escaliers menant à notre appartement. « Induit en erreur? Oui. Non pas par de fausses preuves, mais par l'ampleur du crime. Je pensais que nous avions affaire à un homme orchestrant une disparition singulière pour des motifs singuliers. Mais Langdon Price n'est pas un homme en quête d'argent ou de vengeance. C'est un opérateur intégré à une machine invisible. Et mademoiselle Pennington? Elle a touché un rouage qu'elle n'était pas censée voir, répondit Holmes, et cette machine a essayé de la faire disparaître. Il s'arrêta et enleva lentement ses gants. Mais maintenant, nous savons où il vit. Et bientôt, Watson, nous l'entendrons vrombir dans le noir. La pluie tombait régulièrement ce soir-là, douce mais incessante, comme si Londres elle-même s'était résignée à un long et délibéré nettoyage. Dans la chaleur des lampadaires de Baker Street, les fenêtres se condensaient de condensation et le bruit des roues des voitures résonnait comme un tonnerre lointain sur les pavés glissants. Holmes était assis en tailleur sur le sol de notre salon, les doigts tachés d'encre. Une demi-douzaine de registres, de papiers et de cartes annotées étaient disposés en cercles concentriques autour de lui, comme les rouages d'un mécanisme mystérieux. C'était en vérité l'un des rares moments où je le voyais pleinement absorbé, plus que curieux, plus qu'intrigué. Il était en quête, et chaque page tournée, chaque infime trace d'écriture examinée à la loupe, était une dent de plus dans les rouages d'une machine qui se révélait peu à peu. « Watson, dit-il soudain en levant les yeux, vous souvenez-vous de la structure des codes de signalisation utilisés par les compagnies ferroviaires sud-africaines pendant la campagne des Boers? » J'ai cligné des yeux. « Un peu. Tu parles des identifiants alphanumériques des stations? » « Oui. Imaginez ceci. Langdon Price, ou Casimir Doyle comme il faut désormais l'appeler, a utilisé des pseudonymes pour manipuler identité et argent. Mais qu'en serait-il s'il codait aussi ses communications? Il brandit un mince morceau de parchemin. Cette entrée, l'unité D a été transférée au numéro 43 par dérogation, voire le marqueur J8P. Cela n'a aucune signification pour quiconque vérifie les transactions financières. Mais si l'on lit J8P, non pas comme un élément de ligne, mais comme un chiffre, peut-être un lieu ou une personne, il se leva brusquement et se dirigea vers le bureau, en sortant la carte annotée que nous avions trouvée derrière le miroir d'Eleanor Pennington. Avec un crayon gras rouge, il marqua les points entourés d'un cercle. Bureau d'association caritative, registres publics et bâtiments municipaux fermés. Un point en particulier, jusque-là ignoré, a maintenant attiré son attention. Rue Germain, boîte postale, numéro 43. Voilà, dit-il. Watson, tu te rappelleras que Jermyn Street longe un chemin direct entre 2 des fausses associations caritatives répertoriées dans le registre. En effet, dis-je en me levant. Tu crois que c'est plus qu'une coïncidence? Je crois que c'est un point de chute, répondit Holmes. Ou plutôt c'était un point de chute. Mais pourquoi utiliser une boîte aux lettres publiques? Pour la même raison que les contrebandiers utilisèrent les grottes des phares et les tribunes d'orgue. Elles sont visibles, certes, mais jamais remises en question. Dans une ville comme Londres, l'évidence est la cachette la plus sûre.
Que comptez-vous faire de ce soupçon? Holmes eut un léger sourire. J'ai l'intention d'appâter un hameçon. En milieu de matinée, nous étions de retour dans les rues détrempées, vêtus de lourds par-dessus. Holmes, col relevé et chapeau baissé, avançait avec une hâte délibérée dans l'agitation de Piccadilly. Nous arrivâmes à la boîte Ozzy, à lettre désignée. Un pilier en fonte poli par des décennies de gants, niché à côté de la devanture d'une mercière. Holmes jeta un coup d'œil au numéro en laiton, 43, puis, très calmement, posta une lettre. « Tu lui as écrit » demandai-je. « D'une certaine manière, » répondit Holmes. « J'ai soumis une fausse mise à jour de transaction, utilisant le modèle du registre, une dérogation fictive pour l'unité D, citant Bernard Lane comme lieu d'audit. S'il coche la case et estime que l'opération est compromise, il s'enfuira ou ripostera. » Usé de représailles, Holmes se tourna vers moi, une lueur dans les yeux. « Si nous voulons comprendre l'ampleur de cette machine, Watson, nous devons la voir bouger, et pour la voir bouger, nous devons actionner ses engrenages. » Nous ne nous attardâmes pas près de la boîte aux lettres. Holmes insista pour que nous retournions immédiatement à Baker Street, où il avait pris rendez-vous pour un rendez-vous inhabituel. À notre arrivée, un homme en modeste uniforme gris nous attendait dehors, trapu, les ongles noircis et l'allure méfiante d'un habitué des ombres. James Bligh, dit Holmes en le présentant. Serrurier professionnel et artisan occasionnel de la marine de Sa Majesté. Bligh retira sa casquette et hocha brièvement la tête. « Vous avez dit qu'il s'agissait d'une consultation de sécurité, monsieur. » Holmes le conduisit à l'étage et lui sortit le parchemin portant le symbole de l'œil ailé. « Avez-vous déjà vu cette marque auparavant » demanda Holmes. Bligh l'examina attentivement. « Oui, monsieur, une fois, sur une boîte, à joint à ressort que nous étions chargés de démonter. Elle appartenait à un courrier diplomatique disparu. La boîte était piégée. »« Avec quoi ?»« Du phosphore cristallin, » dit Bligh d'un ton sombre. « Il s'enflamme au contact de l'air. Un de mes gars a perdu 2 doigts en essayant de le casser. » Holmes hocha la tête. « Nous avons donc affaire à un réseau professionnel, à un syndicat qui emploie des chimistes, des contrebandiers et de fausses identités. Quel qu'il soit, a ajouté Bligh, il n'aime pas être suivi. » Holmes congédia l'homme et se tourna vers moi. « Nous comprenons maintenant pourquoi mademoiselle Pennington a été laissée en vie. Sa mort aurait déclenché une seconde enquête, une enquête que même ces hommes n'auraient pas pu dissimuler. Mieux valait la faire disparaître que de la rendre brisée. Elle reste inconsciente, lui ai-je rappelé. L'expression de Holmes vacilla. Oui, mais j'ai un soupçon, Watson. Une femme comme Eleanor Pennington ne se laisse pas si facilement distraire. En fin d'après-midi, Lestrade arriva à Baker Street sans prévenir, son pardessus trempé et l'expression crispée par l'inquiétude. « Nous avons reçu des nouvelles du Yard, » dit-il à voix basse. « Le service du greffe interne a été piraté ce matin. » Holmes se leva aussitôt. Des détails? Pas grand-chose. Classeur forcé. Un seul dossier retiré. Les lèvres de Holmes se pincèrent. « Langdon? Price? Il a mordu à l'hameçon. » Lestrade hocha la tête. « L'agent d'état civil Keane a disparu. Personne ne l'a vu depuis hier soir. J'ai senti un frisson s'installer entre mes épaules. »« Et le dossier ?» demanda Holmes. « Non confirmé, mais nous pensons qu'il s'agissait du double du registre, votre version falsifiée, monsieur Holmes. » Holmes se retourna vers la fenêtre, son regard balayant la rue en contrebas. Alors il croit que Bernard Lane est la fuite. Il va tenter de l'effacer. Il regarda Lestrade. « Envoyez des hommes à Bernard Lane, discrètement. Je veux que la zone soit surveillée 24 heures sur 24. Et si quelque chose bouge, surtout si vous boitez, vous me l'apporterez. » Cette nuit-là, Holmes se retourna à son violon. Les accords de la cinquantaine y emplissaient l'appartement, doux et douloureux, comme un esprit en quête de clarté au milieu du chaos. Je l'observais depuis ma chaise près du feu tout en griffonnant des notes dans mon agenda. Soudain, on frappa à la porte. Madame Hudson entra, le visage pâle.
C'est pour vous, monsieur Holmes. Un garçon a apporté ceci. Il a dit que c'était urgent. Elle lui tendit une enveloppe pliée humide sur les bords. Holmes l'ouvrit avec précaution. Le papier à l'intérieur était uni, l'encre tachée. Seulement 3 lignes. Vous avez vu le mauvais registre. Bernard Lane est une ombre. Venez chez l'horloger de Holloway. Minuit. Venez seul. Holmes l'a lu 2 fois. Une invitation, dit-il, doucement. Ou une menace, ai-je ajouté. Holmes croisa mon regard. Peut-être les deux. À 5 minutes de minuit, nous nous tenions sous l'enseigne d'un magasin fermé sur Holloway Road. Absalom Greaves. Horloger, les vitrines étaient sombres. L'intérieur sans vie. Holmes me fit signe de rester de l'autre côté de la rue. « Si je ne suis pas là dans 20 minutes, dit-il doucement, vous irez directement chez Lestrade, pas de détour. » Sur ce, il entra. La cloche au-dessus de la porte émettait un faible tintement. À l'intérieur, des rangées d'horloges se dressaient, telles des sentinelles dans l'obscurité, leur tic-tac formant une symphonie étrange et asynchrone. Holmes les traversa en silence, passant devant les horloges de parquet et les cheminées, jusqu'à atteindre le fond. Une silhouette se tenait là, grande, vêtue d'un manteau, à moitié dans l'ombre. « Tu es venu, » dit la voix. « Je l'ai fait. » Répondit Holmes. « Vous avez fait bouger les choses, monsieur Holmes, et pour cela je vous admire. Casimir Doyle, je suppose. » La silhouette s'avança, révélant un visage sévère et des yeux pâles. L'homme de Bernard Lane, celui que Blythe avait suivi. Il sourit. Il me fallait savoir qui était capable de remonter le fil depuis Eleanor Pennington jusqu'à moi. Et maintenant, tu sais, le sourire de Doyle s'élargit. Je sais aussi que vous avez fait une copie du registre, et je sais qu'il l'a. Il s'est rapproché. Tu peux arrêter maintenant, Holmes. Va-t'en, ou on t'efface comme on a effacé. Ça les autres. L'expression de Holmes restait illisible. « Je préférerais brûler votre machine jusqu'au sol », a-t-il déclaré. Le sourire de Doyle disparut, et à ce moment-là, la grande horloge derrière le comptoir sonna 12 heures. Le grand pendule en laiton de l'horloge derrière le comptoir oscilla à gauche, puis à droite, tandis que minuit sonnait dans l'atelier creux de l'horloger de Holloway Road. Holmes se tenait sous son glas, l'éclat de la résolution dans le regard face à l'homme mystérieux qui s'était fait appeler, par arrogance ou par stratégie, Casimir Doyle, le même homme qui, sous les traits de Langdon Price, avait orchestré une disparition si complète que même Scotland Yard avait contemplé, médusé, une voiture fermée à clé et vide. Et pourtant, il se révélait désormais, non pas enchaîné, mais maître de la situation, pour l'instant. « Vous avez l'audace de venir ici, » dit Doyle en sortant de l'ombre, chaque pas doux et mesuré. « Peu de gens vont aussi loin. Aucun n'est revenu. » Holmes haussa un sourcil. « Vous confondez intelligence et témérité. Je suis venu parce que je voulais voir le visage derrière l'illusion. » Doyle eut un sourire narquois. « C'est ça que tu crois? Un piège? Non, Holmes, ce n'en est pas un. C'est une refonte du fonctionnement de Londres. Tu cours après la fumée pendant que j'actionne les leviers. » Holmes garda une voix posée. « Et Eleanor Pennington, était-elle un levier? » « Elle était curieuse, » dit Doyle d'une voix plus dure. « La curiosité est dangereuse lorsqu'elle est dirigée vers les mauvaises archives. Elle a vu mon nom trop souvent dans trop de registres mourants. Je l'ai prévenue. Elle ne m'a pas écouté. »« Mais vous ne l'avez pas tuée, » observa Holmes en plissant les yeux. « Pourquoi ?» Doyle marqua une pause. « Parce que je n'aime pas le sang, Holmes. Ça complique les choses. De plus, la terreur, le silence, le doute, ce sont de meilleurs outils. Elle était censée disparaître, devenir prudente. Elle n'était pas censée se réveiller. » « Pourtant, c'est ce qu'elle a fait, » dit Holmes. « Et le problème avec les récits édifiants, monsieur Doyle, c'est qu'ils finissent souvent par un règlement de compte. » Le visage de Doyle s'assombrit. « Tu aurais dû laisser Bernard ?» Lane tranquille. Holmes ne dit rien. Le tic-tac de dizaines d'horloges emplissait l'espace comme la respiration d'une énorme créature endormie.
Finalement, Doyle s'approcha d'un levier discrètement installé derrière le comptoir. « Ce magasin, dit-il en désignant les alentours, existe depuis 28 ans. Aucun client depuis 15 ans, mais en dessous, c'est là que tout se passe vraiment. » Il a tiré le levier. Avec un faible gémissement, une section du sol sous l'établi se rétracta, révélant un étroit escalier en pierre descendant dans l'obscurité. Le regard de Holmes se porta une fois sur le couloir descendant, puis à la porte derrière lui. Impossible de s'échapper par là, pas rapidement, pas avec Doyle entre les deux. « Je suppose, dit Holmes, que c'est la partie où vous me montrez ce qui se cache sous l'illusion ?» Doyle pencha la tête. « Exactement. Tu veux la vérité? Viens la voir. » Holmes s'avança puis s'arrêta. Ses narines se dilatèrent. « Du phosphore, dit-il. » Doyle eut un sourire narquois. « Très bien. Ton ami Blythe avait raison, mais il n'y a pas de piège. Pour l'instant. » La tension entre eux s'étira, tendue, comme un ressort d'horloge. Puis Holmes hocha la tête et descendit les 3 premières marches. Doyle suivit. Dehors, de l'autre côté de la rue, j'attendais dans l'ombre de l'auvent d'un bureau de tabac. Ma montre marquait midi. Les 20 minutes que Holmes m'avait données approchaient. La lumière de l'horlogerie n'avait pas vacillé une seule fois. Aucune silhouette ne dépassait les fenêtres. Aucun bruit n'en sortait. Je serrais mon parapluie plus fort, pesant chaque seconde qui passait. Quand l'aiguille des minutes a atteint 15, j'ai bougé. Sous la boutique, l'escalier de pierre menait à une vaste pièce souterraine qui s'étendait bien au-delà des fondations prévues. L'espace était caverneux, bordé d'étagères en fer, d'armoires et d'un réseau de longues tables en bois sur lesquelles étaient empilés instruments mécaniques, bobines de papier et de rubans adhésifs. Sur un mur, un plan de Londres avait été épinglé et réépinglé tant de fois qu'il ressemblait à un porc-épic fait de ficelles et de punaises. Holmes l'examina en silence. Chaque punaise était marquée de lettres. LP, J8P, Unité D, M3. Il ne s'agissait pas de route postale, mais de personnes. Doyle se dirigea vers un lourd classeur et en sortit un dossier étroit. « Ce sont des profils, dit-il. Des employés, des géomètres, des cartographes, des coursiers, des gens que personne ne regarde, des gens qui peuvent faire circuler l'information. Nous les positionnons, nous les guidons. Et quand nous avons terminé, nous les effaçons. Vous avez instrumentalisé l'anonymat, dit Holmes froidement, et les codes du grand livre. Vous vous cachez dans l'angle mort de la bureaucratie. Doyle étala plusieurs feuilles sur la table. Nous savons où se trouvent les véritables mécanismes de la ville, ni au Parlement ni dans la cour, dans les registres, les permis, les calendriers. Si vous pouvez façonner ce qui est enregistré, vous pouvez façonner ce qui existe. Vous avez falsifié des identités entières, a déclaré Holmes. Vous avez déplacé des fonds, des biens, et même altéré la citoyenneté. Oui, admit Doyle, et tout cela sans violence. Holmes étudia les documents. Un nom lui sauta aux yeux. Keane, B. Terminé. Déviation suspectée. Keane était votre homme, dit Holmes. Doyle hocha la tête, jusqu'à ce qu'il prenne conscience, ou qu'il ait peur. Holmes se tourna vers lui. « Pourquoi me raconter tout ça? Pourquoi me montrer votre opération ?» Doyle haussa les épaules. « Parce que tu en as déjà trop vu, mais surtout parce que tu seras l'exemple parfait. Tu disparaîtras sans scandale. Personne, pas d'enquête, juste un retrait silencieux. Même Watson ne comprendra pas. » Holmes regarda l'escalier. « Tu as fait une erreur. Oses-tu à supposer que je venais seul? La porte d'entrée de l'horlogerie a explosé vers l'intérieur. J'ai fait irruption, revolver au poing, en appelant Holmes. Les horloges sonnèrent comme des pagailles, tandis que la détonation résonnait. J'atteignis l'arrière juste au moment où Holmes émergeait du sous-sol, poussant Doyle en avant sous la menace d'une arme. Son manteau était couvert de cendres de phosphore, son visage pâle, mais serein. « Tu es en retard, Watson, dit-il. »« J'ai dû frapper, répondis-je en regardant Doyle.
Il a résisté. Finalement, pas du tout, répondit Holmes. Il a failli se convaincre que j'étais prêt à rejoindre la machine. Lestrade arriva quelques minutes plus tard, avec 2 agents en uniforme. Doyle fut emmené sans incident, mais son regard ne quitta pas Holmes, même lorsque les chaînes se refermèrent sur ses poignets. « Tu n'as vu qu'un seul engrenage, » dit-il doucement. « Il y en a d'autres. »« Je sais, » répondit Holmes, « et j'ai l'intention de tous les démanteler. » 2 jours plus tard, Eleanor Pennington ouvrit les yeux. Holmes et moi attendions à l'infirmerie lorsque l'infirmière nous a prévenus. Son réveil fut lent, mais son esprit intact. Elle reconnut son père, puis Holmes et enfin moi-même avec un léger sourire de souvenir. « Je me souviens, » dit-elle d'une voix rauque, d'une voix quelque chose à propos de l'unité D. « Tu as été courageux, » dit Holmes doucement. « Tu as laissé une trace dans l'obscurité. Et nous l'avons suivi. Tu l'as trouvé ?» demanda-t-elle. « Oui, ai-je dit. Et maintenant d'autres le feront aussi, grâce à toi. » Holmes ne répondit pas. Il lui offrit simplement la petite épingle à cheveux verte que nous avions récupérée dans la voiture. Elle le prit d'une main tremblante. Ce soir-là, Holmes et moi étions de nouveau assis dans notre salon. Le réseau s'étend au-delà de Doyle, dit-il en joignant les doigts. Je soupçonne 2, voire 3 autres nœuds. L'œil ailé refait surface. Craignez-vous des représailles? Holmes haussa les épaules. Bien sûr, mais j'ai toujours préféré les jeux où le plateau se dévoile progressivement. Le frisson réside dans ce qui reste invisible. J'ai hoché la tête et lui ai servi du thé. À Eleanor alors, pour avoir vu ce que les autres ont raté. Holmes accepta sa tasse et regarda la vapeur. Aux yeux qui remarquent, dit-il, et aux esprits qui refusent de détourner le regard. Dans les semaines qui suivirent l'arrestation de Casimir Doyle, alias Langdon Price, les coulisses du pouvoir londonien commencèrent à trembler, bien que peu comprirent pourquoi. Ce n'était pas un événement à la une des journaux, pas de ceux qui faisaient la une des journaux ou déclenchèrent des rumeurs dans les salons. Aucun corps ne fut retrouvé dans les ruelles. Aucun bijou ne fut volé dans des coffres forts verrouillés. Mais dans des bureaux discrets, d'étranges enquêtes furent discrètement closes. Des permis disparurent des dossiers. Les pensions destinées aux travailleurs décédés restèrent non réclamées et des hommes aux références impeccables démissionnèrent discrètement de leur poste sans explication. Pourtant, Sherlock, Holmes le savait, et moi aussi. Nous n'avions pas fini. Doyle, désormais emprisonné sous un faux nom dans un lieu sécurisé mis en place par la division spéciale du greffe, n'avait parlé qu'une seule fois depuis sa capture. Il y en a d'autres. Ils portent des noms différents, mais le mécanisme est le même. Holmes n'avait pas réagi à cette remarque, pas sur le moment. Mais au fil des jours, sa concentration s'était affinée, ses nuits étaient devenues plus longues et son violon plus silencieux. Il ne songeait plus à voix haute, ni ne marchait par à-coups. Au lieu de cela, il restait assis des heures entières devant les registres et les cartes dépliées que nous avions rapportées de Bernard Lane, tournant les pages comme s'il attendait qu'ils nous livrent leurs secrets. C'est la guérison d'Eleanor Pennington qui a finalement ramené le mouvement dans l'air de Baker Street. Elle arriva à notre porte par un après-midi nuageux, escortée de son père, mais marchant seule, pâle, mais alerte. Holmes l'accueillit à la porte d'un simple signe de tête et la conduisit dans le salon où subsistait encore toute l'architecture de l'enquête. Des cartes marquées au mur, des noms et des dates épinglées au coin par un fil, une horloge, mécanique à moitié démontée sur la table. Sir Horace était visiblement mal à l'aise. « Monsieur Holmes, je ne crois pas. »« Elle est tout à fait compétente, » interrompit Holmes, « et elle mérite d'être au courant de la situation dans son ensemble. Asseyez-vous si vous le souhaitez, mais je lui parle maintenant d'égal à égal dans cette affaire. » Sir Horace céda et s'assit avec raideur sur une chaise. Eleanor resta debout. « Je me souviens de plus de choses, » dit-elle doucement. « Pas de tout, mais de morceaux. » Holmes lui fit signe de continuer. « Je me souviens avoir été enlevé par quelqu'un que je ne connaissais pas. J'avais suivi la piste des faux dossiers jusqu'au greffe de la division sud.
J'ai trouvé un dossier caché derrière un faux panneau. Il contenait des documents estampillés de l'œil ailé, des dizaines de noms que je ne reconnaissais pas. Tu as dit quelque chose à l'infirmerie? Lui ai-je rappelé. Unité D. Elle hocha la tête. C'était sur un bout de papier. Je l'ai pris et j'ai vu le nom de Langdon Price à côté. Holmes se pencha en avant. Et quoi d'autre? J'ai interpellé un homme que je croyais être Price lors d'une conférence sur la réforme publique. Il a nié tout en bloc mais semblait surpris. Je suis rentré chez moi et le lendemain, je l'ai vu observer notre voiture de l'autre côté de Hanover Square. Le soir même, j'ai disparu. Elle leva les yeux. Je me souviens de ce moment dans la voiture. Une odeur, douce et piquante. Je ne pouvais pas bouger. C'était comme tomber dans un puits. Holmes hocha la tête. De l'éther probablement administré par un mécanisme dissimulé sous le siège, conçu pour ne laisser aucun résidu et agir rapidement. Un piège mobile, dissimulé à la vue de tous. Sir Horace se tortilla mal à l'aise. Et ce réseau, il fonctionne toujours? Doyle était un élément, dit Holmes. Mais pas le seul. Ce qui nous amène, ajouta-t-il en se levant, à ce que je crois désormais être le mécanisme final de cette affaire, le registre des ombres. Eleanor fronça les sourcils. Ce n'était pas un des dossiers que j'ai trouvés. Non, répondit Holmes, en récupérant un parchemin, plié sur son bureau. Ce n'est pas un registre au sens traditionnel du terme. C'est un registre conceptuel, une archive fantôme connue seulement par référence et sous-entendue. Un registre de ceux qui sont passelés références de Doyle aux unités suggère plus que du blanchiment d'argent. Elles évoquent des personnes déplacées à travers les mailles du filet bureaucratique afin que leur déplacement, et finalement leur vie, puissent être modifiés ou effacés. Traite des êtres humains, dis-je d'un ton sombre. Holmes hocha la tête, mais avec une sophistication jamais vue auparavant. En utilisant des masques cléricaux, pas de la force brute. En faisant disparaître des individus, en réorganisant des données plutôt qu'en enlevant des corps. Sir Horace parut consterné. « Mais à quelle fin pour créer des fantômes ?» répondit Holmes. « Des agents jetables, des coursiers invisibles, et même des citoyens synthétiques capables de voter, d'hériter ou de disparaître à nouveau, tout cela sur commande, contrôlé par des hommes comme Doyle. Mais le véritable dessein, les plans du registre lui-même, n'a jamais été retrouvé. Et c'est cela, dit-il, qu'il nous faut maintenant localiser. Nous avons commencé par la dernière communication de Doyle, l'invitation aux horlogers de Holloway. Holmes pensait que la note n'avait pas été écrite par Doyle lui-même, mais par un responsable, quelqu'un encore en fuite. Un second architecte qui connaissait suffisamment la machine pour en appeler les composants. L'écriture est précise, dit-il, en examinant la lettre à la loupe. La courbure est conforme à une éducation continentale. Et l'encre, voyez ici Watson, des taches pâles. C'est du Pelican 4001, de fabrication allemande. Rare en Angleterre, sauf chez certains employés diplomatiques et comptables étrangers. Holmes consulta un annuaire et limita sa recherche à 6 entreprises londoniennes connues pour employer ce type de personnel. L'une d'elles, Valent & Horn, avait été répertoriée comme société de conseil pour plusieurs des organismes de bienfaisance fictifs liés au réseau de Doyle. « Il est temps, a-t-il dit, de frapper à leur porte. » Les bureaux du cabinet étaient situés au 3e étage d'un immeuble quelconque de High Holborn. La plaque comportait les mots suivants « Valent & Horn, Conseil fiscal stratégique ». À l'intérieur, la réceptionniste a offert un sourire fade, tandis que Holmes présentait une fausse carte de visite. Reginald de Merritt, contrôleur du commerce, à Colonial, et a demandé une brève consultation. On les fit patienter exactement 6 minutes avant de les conduire dans un bureau haut de plafond, tapissé de livres, d'horloges et de registres. Un homme les attendait derrière un bureau en cuir, vert chauve la cinquantaine, le regard aussi poli que les boutons de son gilet. « Monsieur de Merritt », dit-il avec une douce courtoisie.
Comment puis-je vous aider? Holmes ne s'est pas donné la peine de faire cette mascarade. Je crois que vous vous appelez Wilhelm Stranz, dit-il, et que c'est vous qui avez écrit ce mot. Il déposa l'invitation Holloway sur la table. L'homme s'est figé. Holmes poursuivit. Vous étiez commis à l'ambassade de la Confédération d'Allemagne du Nord. Vous avez disparu en 1891, peu après le détournement des fonds du Fonds de reconstruction de Berlin. Et maintenant, vous servez une autre machine. Stranz reprit rapidement ses esprits. Je pense que tu devrais partir. Holmes eut un léger sourire. Je ne crois pas. Voyez-vous, j'ai déjà envoyé une enveloppe scellée à l'estrade à Scotland Yard contenant tout ce que vous avez oublié d'effacer. Les timbres d'état civil, le registre de messagerie, votre signature sur la charte d'un faux orphelinat à Stepney. Vous pouvez détruire votre bureau, monsieur Stranz, mais la machine que vous avez construite est déjà en train de s'effondrer. Je le fais, dit Holmes. Je démonte vos engrenages un par un. Ce soir-là, de retour à Baker Street, Holmes déroulait la carte finale, une version nettoyée et redessinée du registre fantôme avec les notes d'Eleanor et les documents. Fournis par l'estrade. 3 noms avaient été entourés. L'un d'eux était Gideon Bleat. Il était censé disparaître ensuite, dit Holmes. Il en savait trop. Nous l'avons sauvé par accident. Et les autres? Demandai-je. Toujours en vie. Mais plus pour longtemps, à moins que nous n'agissions. Eleanor s'avança. Alors, on passe à l'action. Je peux vous aider. Holmes se tourna vers elle avec un regard d'approbation discrète. J'y comptais. Il plaça une nouvelle page devant elle, vierge à l'exception d'un titre en haut, la transmission finale. Nous allons écrire la prochaine écriture comptable, dit-il. Et quand ils viendront l'intercepter, la machine tombera en panne. C'est à la veille du 11 mars que Sherlock Holmes amorça ce qu'il appelait le crescendo orchestral de l'affaire. Pendant des jours, nous nous étions préparés en secret, écrivant, décodant, arrangeant. Pour Holmes, il s'agissait moins d'un piège que d'une performance, le dernier acte d'un théâtre d'ombre dont le public ignorait sa présence. Et pourtant, même si je m'émerveillais de l'élégance de son plan, je savais qu'il restait un élément dont Holmes n'avait pas parlé, une note qui n'avait pas encore été frappée. Je leur fais confiance pour venir. Qu'à m'a-t-il dit alors que nous finalisions l'appât, le soi-disant transmission finale? Ils ont bâti leur confiance sur la disparition, Watson. Mais toutes les machines réagissent à la friction. Il suffit d'appliquer la bonne pression au bon moment. La transmission elle-même était un chef-d'œuvre de falsification minutieuse, composé par Eleanor Pennington de sa main précise et experte sous la direction de Holmes. Elle était adressée à un agent fictif, connu sous le nom de CL, et était censée détailler la révélation de 3 identités fantômes, créées par le réseau aujourd'hui au bord de l'effondrement. Elle faisait référence à un dossier scellé placé sous examen provisoire par Scotland Yard, et surtout à une remise privée prévue au bureau des brevets industriels de Clerkenwell, 3 nuits plus tard. « Il n'y a pas de dossier, » lui ai-je rappelé. « Bien sûr que non, » répondit Holmes en scellant l'enveloppe, « mais ils ne prendront pas de risque. La machine est paranoïaque par nature, sa force réside dans son besoin de silence. Et ce soir, nous faisons du bruit. Nous avons livré la fausse transmission par étapes. D'abord, elle a été perdue dans un point de dépôt de messagerie précédemment utilisé par le réseau. Puis, quelques heures plus tard, une deuxième copie, légèrement expurgée, a été remise à un employé subalterne connu pour avoir été observé par les associés de Casimir Doyle. Au matin, une troisième copie a été envoyée, anonymement à Valent & Horn, sans adresse de retour. C'était une mélodie composée en silence mais destinée à des oreilles entraînées à percevoir les discordances les plus subtiles. Lestrade fit placer ses hommes à Clerkenwell 2 nuits avant la passation de pouvoir. Le bâtiment du greffe lui-même était fermé pour travaux de routine, ce qui offrit à Holmes l'excuse parfaite pour y placer des hommes sans éveiller les soupçons. Le point de rendez-vous, une salle d'archives abandonnée au 2e étage,
était aménagé de manière à suggérer une opération clandestine sur le point de se dérouler. Une mallette contenant des feuilles vierges, certaines estampillées de faux sceaux de greffe, était placée sous une lampe à gaz, vacillante. Eleanor Pennington arriva avec Holmes et moi 1 heure avant le crépuscule. Elle portait un simple manteau et des gants, et son attitude était posée mais posée. Holmes avait insisté sur sa présence, contre notre volonté et celle de Sir Horace, non par imprudence mais parce qu'elle seule était crédible comme source du document. Sa connaissance du réseau, son souvenir du registre de Doyle et sa résilience tout au long de l'affaire avaient fait d'elle, selon les mots de Holmes, le pivot ultime. « Tu es sûr ?» lui demandai-je doucement, tandis que nous montions l'escalier de pierre du greffe. « Je le suis, » dit-elle. « J'ai été un fantôme assez longtemps. Qu'il me voie maintenant. » Nous entrâmes dans la salle d'archivage. Ça sentait la poussière froide et l'encre oubliée. Une seule lanterne éclairait la table du fond. Eleanor s'assit, derrière ouvrit la mallette et étala les pages blanches comme une bombe à désamorcer. Holmes se tenait dans l'ombre. Je rejoignis les hommes de l'estrade dans le bureau à l'étage, regardant par les grilles d'aération. Nous attendîmes. Ils sont arrivés à 9 heures précises. 2 hommes, bien habillés, d'âge mûr, le genre de visage qu'on oublie en les voyant, entrèrent par la porte latérale, d'un pas prudent. Le premier portait des lunettes à monture métallique et tenait une canne. Le second s'arrêta sur le seuil, scruta les recoins, puis fit signe au premier d'avancer. Ils s'approchèrent d'Eleanor. « Vous avez le paquet ?» demanda l'homme aux lunettes. Eleanor hocha la tête. « Comme promis. Il contient les copies intégrales du grand livre original, les notes complémentaires de Doyle et la preuve des sources de financement des unités G et M. » Le deuxième. Holmes avança. « Où est le 4e document ?»« Il n'y en avait pas de 4e, dit-elle. C'était une diversion. » Ses yeux se plissèrent. « Et pourquoi admettrais-tu ça ?»« Parce que la vérité n'a plus d'importance, » dit Eleanor d'un ton froid. « Vous n'êtes pas ici pour recevoir des documents. Vous êtes ici parce que vous ne pouviez pas vous permettre qu'ils existent. » Les 2 hommes se retournèrent pour fuir, mais il était trop tard. Holmes sortit de l'ombre derrière eux. « Messieurs, dit-il, Londres vous remercie d'être arrivés à l'heure. » Les lumières s'allumèrent tandis que les hommes de l'estrade surgissaient des portes dérobées. Ils résistèrent brièvement, mais furent bientôt maîtrisés et enchaînés. L'un d'eux tenta d'avaler une capsule, mais Holmes l'avait anticipé. Un agent lui arracha le bras juste à temps. Une fois la poussière retombée, Holmes se pencha sur la mallette, maintenant de travers. « Vide, » dit-il, et il le ferma avec un clic. Nous avons interrogé ces hommes pendant les 2 jours suivants. Ils s'appelaient Henry Merritt et Alan Choice, 2 fonctionnaires subalternes du ministère de l'Hygiène, au casier judiciaire vierge et sans aucun soupçon. Mais leurs poches contenaient des reçus cryptés, un 2e jeton à œil ailé et une liste d'identités fantômes dont la suppression était prévue dans le mois. Plus important encore, ils ont avoué, mais sans pression. Holmes leur avait montré un dossier fabriqué, identique à celui de la fausse mallette, et leur avait proposé un marché simple, parler ou être effacé par la machine même qu'ils servaient. Cela les a brisés. « On est une section, » murmura Choice. « Juste des dresseurs. Il y en a une autre plus profonde. » Holmes le pressa. « Qui ?» Choice hésita. « Nous n'avons jamais su son vrai nom. Nous l'appelions le greffier. » Holmes se rassit, les yeux brillants d'un intérêt froid. « Enfin, » dit-il, « nous approchons de la salle des machines. » Nous retournâmes à Baker Street ce soir-là. La pluie martelait les fenêtres et le feu sifflait tandis que Holmes séchait son manteau près de l'âtre. « Le greffier, » dit-il. « Le fantôme ultime. Celui qui rédige les règles, édite les pages, détermine qui disparaît et qui réapparaît. J'espérais que Doyle était l'esprit derrière tout cela, mais il semble qu'il n'en ait été que l'instrument. Que faisons-nous maintenant ? Demandai-je.
Holmes me regarda avec cette attention lointaine que je n'avais vue qu'au bord du précipice de la découverte. « On fait un dernier pas, dit-il. Mais cette fois, Eleanor doit rester en arrière. Elle n'aimera pas ça, ai-je répondu. Elle comprendra, dit-il. Elle a déjà gagné. Plus tard dans la nuit, Holmes écrivit une seule note et la scella avec de la cire. Au registraire, nous possédons désormais la liste maîtresse. Elle n'a pas été effacée à temps. Vous pouvez tenter de disparaître à nouveau. Mais je vous conseille ceci. Les fantômes peuvent être traqués. Et je suis un homme très patient. S.H. Il me l'a tendu. Apporte ça à Valentin Horn. Remets-le à Stranz. Il saura que c'est fini. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Quand je suis revenu, Holmes était parti. Il est revenu 3 nuits plus tard, trempé jusqu'aux os, épuisé et silencieux. Dans la poche de son manteau se trouvait un dernier artefact, une page pliée intitulée Archives, principale des unités observées. Il était brûlé, strié d'eau et déchiré au coin, mais il en restait suffisamment pour prouver son authenticité. « Tu as trouvé le registraire ?» demandai-je. « Non, dit Holmes, j'ai trouvé son repère. Il avait déjà pris la fuite, il avait brûlé les archives derrière lui, mais pas assez vite. Il avait laissé un nom sur un bout de papier, peut-être un pseudonyme, peut-être... » Pearl était maintenant au yard. Il s'assit lentement, les yeux creusés par la fatigue. « J'espérais le retrouver, » ajouta-t-il doucement. « Mais certains fantômes, Watson, restent hors de portée. Les derniers jours de mars 1891 ne furent pas marqués par un triomphe, mais par un étrange calme qui s'abattit sur Baker Street comme des cendres après un incendie. Les ombres qui avaient jadis plané sous les registres de Londres s'étaient apaisées, temporairement peut-être, mais de manière significative. Le réseau qui avait pris Eleanor Pennington, qui avait forgé des identités, anéanti des vies par le silence, et tissé un empire invisible sous la bureaucratie de la ville, gisait désormais en lambeaux. Pourtant, je savais, comme Holmes, que quelque chose subsistait encore dans les marges. Le greffier s'était échappé. Il avait échappé à la dernière manœuvre de Holmes de quelques heures, peut-être moins, et n'avait laissé derrière lui que ce que Holmes avait récupéré. Les archives principales brûlées, un morceau de parchemin portant un pseudonyme non déchiffré, J. Althorpe, et une adresse de registre incomplète, 10 BES. Même lorsque Holmes a remis l'artefact à l'estrade pour qu'il le garde en sécurité et le catalogue, j'ai pu voir la frustration derrière son extérieur calme. Nous approchions de la fin, certes, mais tout n'était pas encore terminé. Ce matin-là, alors que j'entrais dans notre salon avec l'édition du matin de Le Times, je trouvais Holmes à la fenêtre, immobile, son café intact. Le soleil printanier projetait une lumière dorée pâle sur ses traits, et pendant un instant, il ressembla moins à un homme qu'à une statue, sculptée par la pensée. « Vous n'en avez pas parlé, » dis-je prudemment. « Du greffier. » Holmes ne se retourna pas. « Parce que la musique s'est arrêtée, Watson, mais le chef d'orchestre a disparu avant la dernière note. Tu crois qu'il est toujours là, à Londres? Où irait un fantôme, sinon ?» murmura Holmes. « Il n'a ni visage ni nom. Il s'est effacé si complètement que même la chaîne ne pourrait le localiser sans qu'il ait choisi d'être découvert. Il ne fuit pas le danger. Il l'observe. Il attend de voir s'il s'éteint de lui-même. Je posai le journal et m'assis. Alors, on n'a fait qu'endommager la machine. Non, répondit Holmes. Nous avons révélé sa forme. Mais sa mort ou son adaptation dépendra de la récupération du matériel manquant. Il se retourna enfin, le regard clair. Et pour cela, on attend. Ou mieux encore, on écoute. La semaine suivante, Holmes resta inactif. Il refusa les dossiers, il refusa les conversations, il refusa surtout la nourriture. Ce qu'il ne refusa pas, ce furent les rapports, messages de l'estrade, télégrammes codés de la division spéciale, des registres mis à jour d'Eleanor Pennington, qui avait pris l'initiative de mener sa propre enquête discrète au sein des organisations caritatives autrefois exploitées par le réseau. En vérité, elle était devenue l'une des correspondantes
les plus fidèles de Holmes. Ces lettres arrivaient à une fréquence prévisible, soigneusement écrites. Chacune était précise, concise et perspicace. Holmes les lisait toujours immédiatement, souvent 2 fois, et ne disait que peu de choses par la suite. Jusqu'au jour où il en lut un et ne le referma pas. Il l'a lu 3 fois. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Il a brandi la page. Elle mentionne une demande récente soumise à la Société des travailleurs désaffectés. Une femme affirmait que son frère n'avait jamais perçu sa pension après son retour d'Afrique en 1889. Le dossier avait été marqué comme archivé sous le code 10BES. Eleanor se souvenait du code des archives principales. 10BES, ai-je répété, l'adresse indiquée par le registraire. « Ce n'est pas une adresse, » dit Holmes en se levant. « Un chemin d'accès. Système de classement du registre. 10B. Division du Grand Livre. E. Expatrié. S. Cas particulier. » Et ce qui est stocké sous cette division, les yeux de Holmes s'illuminèrent, les noms qui n'avaient pas leur place ailleurs. Ceux créés pour exister le temps d'une transaction puis disparaissent. Il s'avança résolument, récupérant son manteau, ses gants et son chapeau. « Viens, Watson. Nous devons nous rendre aux archives centrales de Chancery Lane. L'estrade nous a accordé un accès temporaire aux registres internes. Pensez-vous que le greffier a fait une erreur ? Je crois qu'il en a fait beaucoup, dit Holmes, d'un ton sombre. Mais celui-ci, c'est peut-être le seul écrit à l'encre. Le greffe central de Londres se dressait telle une forteresse de parchemins et de protocoles. Il n'était pas ouvert au public, et ses murs abritaient des milliers de tiroirs, de dossiers et de coffres-forts qui encodaient le pouls de l'Empire. Nous fûmes admis par la porte Est et conduits au rayonnage sécurisé sous le bâtiment, où un commis ganté et muni d'une lanterne nous escorta à travers la division 10B. Holmes l'a trouvé en quelques minutes. Un tiroir en bois étroit étiqueté U spécial, Afrique assis, 1887-1890. Il l'ouvrit. Une odeur de poussière et de vieille encre monta comme de l'encens. « 3e entrée, » dit Holmes doucement en lisant l'index. « Althorpe, J, origine contestée. Attribué, autorisation d'expé. Classé à la demande du ministère des Quetzalcoatlus. Ressources humaines. Département R, ai-je répété. Registraire, répondit Holmes. Un titre, pas une fonction. Il sortit le dossier. À l'intérieur se trouvait un bref dossier de 2 pages. La photo avait été retirée et les informations d'identification partiellement effacées. Mais une ligne restait intacte. Placement approuvé en vertu d'une autorisation spéciale, intégrée à l'unité d'arpentage, en route vers les régions frontalières sud-africaines. Objectif: autorisation et assimilation de l'identité d'Everett Lang. Holmes s'éloigna du dossier. « Watson, dit-il, nous avons cherché le mauvais nom. Le registraire n'a jamais construit la machine. Il devenu sonne but était de s'infiltrer, d'hériter et de disparaître. Son nom n'est pas Althorpe, c'est Everett Lang. Et qui est-il maintenant ?» La voix de Holmes baissa. « Je ne sais pas, mais j'ai bien l'intention de le découvrir. » Ce soir-là, de retour à Baker Street, Holmes reprit son violon, ses notes basses et solitaires, résonnant jusque tard dans la nuit. Nous avions traqué un enlèvement et découvert un empire. Nous avions démasqué la marionnette pour finalement découvrir que le marionnettiste avait depuis longtemps jeté ses ficelles et disparu dans le public. Et pourtant, malgré toutes ces inconnues, quelque chose avait changé. Eleanor Pennington, qui participait désormais à un audit interne des systèmes caritatifs, avait écrit sa dernière lettre avec un post-scriptum que Holmes avait lu à voix haute. « Je crois que la machine se brise, non pas à cause du bruit, mais à cause du silence. Une à une, les identités vides s'effondrent, les fantômes s'estompent. Quoi qu'il arrive ensuite, tu as craqué l'allumette. Ce n'est que des semaines plus tard, lors d'une soirée tranquille, qu'une petite enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour, pas de timbre. À l'intérieur se trouvait une carte. Blanc. Vide, à l'exception d'une phrase,
écrite avec précision à l'encre. « Je n'ai jamais été ici. » E.L. Holmes le lut, ne dit rien et le jeta au feu. Les flammes le consumèrent silencieusement, puis il s'est tourné vers moi. « Watson, dit-il, je crois qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle affaire. »